Allez, c'est parti pour le troisième épisode officiel du Trail qu'on aime, donc le podcast qu'on diffuse maintenant sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, on a du lourd, du très très lourd à vous annoncer. Donc, je commence par vous présenter un petit peu nos chroniqueurs pour que vous puissiez reconnaître leur voix et savoir qui c'est que vous écoutez. Comme à notre habitude, on a l'encyclopédie du trail, Nicolas Martin, avec aussi un palmarès de trail de haut niveau qui est plus long que toutes les listes qui existent au monde et donc qui est aussi coach de nombreux athlètes. Comment ça va, Nico? Salut Mathieu, salut les gars, salut à tous. Bah ça va, la canicule a pris fin chez nous donc c'est un peu plus sympa pour s'entraîner. On a aussi Alex Viol, donc le Cantalou endiablé, donc journaliste passionné de trail, athlète de très bon niveau, et puis aussi, bien sûr, comme vous le savez, manager de la structure. Attention, faut pas que je me trompe sur le nom de l'Académie Sinas Matrix. Magnifique. Parfait. Il me fait un signe du pouce, j'ai dit comme il faut. Donc, qui aime bien transmettre et encadrer les jeunes. Donc, des très bonnes valeurs du côté d'Alexandre. Comment ça va dans le Cantal? Très très bien, pareil, la température est descendue un petit peu, donc c'est top. Et petite information aussi à noter, je tiens à dire que c'est le titre du podcast est venu de ma part. Donc voilà, pour établir un petit peu la vérité. Bravo Alexandre, on peut tous applaudir. Applaudissez en écoutant votre podcast. Merci Alexandre d'avoir trouvé ce nom magnifique. Et aujourd'hui, attention, aujourd'hui on a un remplaçant, Théo Robin, a pris des petites vacances pour des raisons personnelles. Donc on a eu la chance, on a la chance d'avoir avec nous Louis Travaillot, donc un jeune athlète qui a pris en main directement sa carrière pour aller vers les longues distances et aussi un très grand passionné qui l'a emmené donc à travailler chez NAC, la marque de nutrition. Donc il est maintenant, il est quoi? C'est quoi son titre? C'est quoi ton titre? Le team manager, tu peux dire. Et team manager, donc il manage tous les athlètes européens chez NAC et c'est peut-être même en train de s'étendre. Donc il s'occupe du recrutement, de la coordination, toutes les activations. Donc ça charbonne chez NAC avec Louis, mais il prépare aussi des très bonnes courses. Il vient de faire un top 10 sur une course UTMB à Verbier. Donc c'est pas ridicule, ça galope, ça galope. Et puis surtout, ça suit tous les résultats. Donc ça va être très intéressant aujourd'hui avec Louis. Donc maintenant, je vous présente le programme du jour. Comment ça va Louis d'abord, bien sûr. Tout va bien, nickel Mathieu, je suis content d'être parmi vous. Je fais ma première fois avec vous, donc je suis content. Magnifique, tu vas voir, c'est toujours mémorable. Donc aujourd'hui, le programme, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de Cerzinal, donc la course la plus relevée du monde, comme on vous l'a expliqué dans le précédent podcast. On va vous présenter un petit peu globalement ce qui s'est passé là-bas, mais surtout, on va mettre le focus sur nos coups de cœur et nos analyses. C'était vraiment une course dantesque. Et puis, le coach, ou plutôt conseiller de Sylvain Cachard, dans la personne de Nicolas Martin, va nous dévoiler un petit peu les coulisses de sa préparation dans l'année compliquée de Sylvain Cachard, qui a fait des étincelles ce week-end, comme vous allez le voir. Et dans une deuxième partie, on va faire une preview un petit peu des finales UTMB, mais sans passer trop de temps à lister toute la liste des favoris, mais plutôt en mettant un petit peu le focus sur des profils particuliers qu'on a chacun sélectionnés avec soin pour vous les auditeurs. On va vous présenter un petit peu des profils qui sortent de l'ordinaire ou qu'on avait envie de mettre en avant. Donc, pour rappel, ce podcast, Le Trail qu'on aime, c'est vraiment une petite équipe de passionnés qui se prend pas la tête, on fait pas trop de montage, on essaye de faire des choses assez brutes et puis d'apporter plutôt de la valeur dans nos analyses et puis dans notre expertise. Et puis, merci à tous les contributeurs qui nous ont soutenus sur le KissKissBankBank. Donc, ça fait plaisir. Comme d'habitude, le lien il est dans la description de l'épisode. Si vous voulez faire un petit don, ça nous soutient et ça va pas nous permettre, et ça va nous permettre d'améliorer un petit peu au fil du temps la qualité et puis le temps qu'on peut passer sur ce podcast. Donc, pour rappel des bénéfices en nous soutenant, vous avez accès en avant-première, donc 48 heures avant la publication de l'épisode, vous pouvez écouter les épisodes. Vous pouvez aussi regarder les épisodes si vous le souhaitez, puisque vous avez un accès exclusif à la vidéo. Donc, encore une fois, je suis torse nu parce qu'il fait très chaud à Innsbruck et ça, seuls les abonnés peuvent le savoir. Et puis, si vous avez pas les moyens ou pas envie de donner de l'argent, vous pouvez soutenir le podcast en le notant sur votre plateforme d'écoute. Un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. On lit tout ça et c'est ça qui nous motive à continuer à faire ce travail pour le podcast. Donc, on va pouvoir commencer maintenant le tour des actus de nos chroniqueurs parce que c'est un petit peu intéressant de savoir comment ils vont. Nicolas Martin, comment va ta préparation vers les Templiers? Comment ça va? Ouais, chaque jour je progresse, donc c'est en bonne voie. Jusqu'où je sais pas trop, mais c'est pas forcément hyper intéressant. Donc je pense que si le physique se maintient, je devrais avoir des jambes correctes pour me faire plaisir aux Templiers.
c'est l'essentiel. Et puis plein de bons moments après un beau stage avec l'équipe Brooks du côté de Pré-Saint-Didier où on était la dernière fois. Maintenant, je suis revenu un petit peu dans le Trièves. Avec la chaleur, c'était pas évident, mais des belles sorties, des découvertes d'endroits que je connaissais pas forcément. Donc, sympa, voilà, je me remets en train, hein, en selle. Et puis, bon, normalement, c'est ma période, l'automne. Donc, normalement, je devrais gagner 20 points ITRA sans rien faire. Donc, j'espère que ça sera comme toutes les années. Magnifique. Louis, je crois que tu es du côté de Tignes, donc tu es en altitude où il y a beaucoup de trailers de haut niveau qui se préparent en ce moment. Comment, toi, ça va à Tignes? Qu'est-ce que tu nous prépares et comment est l'ambiance là-bas? Eh bien, écoute, ça va nickel. Donc après Verbier, qui s'est bien passé d'ailleurs, j'ai fait le tour du Mont Blanc, j'ai fait la reco de l'UTMB déjà. Donc ça, c'était vraiment cool. Ça m'a permis de découvrir un peu tous les points inconnus de l'UTMB. Et ça a fait, ça, on se remet un peu en question aussi sur la longueur du parcours et c'est cool de faire ça. Et maintenant, ouais, je suis à Tignes pour finir la prépa pour l'OCC. Et il y a pas mal d'athlètes ici, donc on est une belle équipe, on rigole bien. Et surtout, on n'est pas nous, on échappe à la canicule, il fait même frais. Donc c'est vraiment cool. La forme est plutôt là et voilà, on a vraiment une bonne équipe. Donc c'est vraiment sympa de s'entraîner ici. Magnifique. Enfin, on retourne dans le Cantal. La dernière fois, Alex, quand t'avais laissé, tu étais en stage avec les jeunes du côté des Pyrénées. Comment ça va depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoute, nickel, j'en ai profité pour prolonger d'une semaine mon petit séjour dans les Pyrénées et d'aller du côté de Saint-Lary-Soulan et des lacs du Néouviel pour profiter de tout ça, donc sur les terres du Grand Raid des Pyrénées notamment, et de là où je sais que Mathieu Simon, ton collègue de chez Brooks, aime bien aller s'entraîner pour préparer ses objectifs. Et puis là, d'un point de vue perso, tourner vers la préparation d'un 76 km qui aura lieu dans le Cantal dans 2 semaines, le Trail des Ciburons, et puis sinon en pleine préparation aussi de la semaine UTMB avec les jeunes qui s'annoncent bien, bien intéressantes. Magnifique. Beau petit tour d'actualité. Ça va bien de tous les côtés, ça fait plaisir. Maintenant, on va pouvoir. Et toi, Mathieu, t'en es où? Effectivement, effectivement. Mais Moi, là, je Mathieu, suis en pleine prépa CCC. On a fait un petit stage du côté de Pré-Saint-Didier, du coup, avec l'équipe Brooks et notamment mes deux collègues d'habitation. Mathieu Simon et Nicolas Martin, ça s'est vraiment bien passé. Là, je viens de publier la vidéo du stage, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube pour ne pas rater ça. Et puis, je vous invite aussi à aller voir ma dernière vidéo sur la course du 4x1008 où j'ai l'impression que cette vidéo, elle était très aboutie pour moi, mais beaucoup de monde était devant les JO ou pas devant YouTube parce que l'été, il y a un petit peu moins de monde sur YouTube. Donc, si vous l'avez raté, bah, n'hésitez pas à aller regarder ces deux dernières vidéos qui parlent de ma prépa CCC qui, pour l'instant, se déroulent vraiment bien. Donc, j'ai hâte d'être fin août pour être à Chamonix. Maintenant, passons au premier petit billet d'actu. C'est pas une actu majeure, mais c'est un petit billet qui vient compléter le podcast il y a 2 semaines. On vous avait parlé rapidement d'un petit challenge de la FFA qui, à notre sens, était peut-être un petit flop. Donc, on va vous donner un petit peu les détails et les résultats de ce challenge. Alexandre a regardé un petit peu qu'est-ce qui s'était passé de ce côté et va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. ouais, et ben, alors du coup, le Challenge national de trail, c'est le nom qu'il a aujourd'hui. En fait, c'est un challenge qui a été créé par la FFA pour remplacer le Trail Tour national, le TTN, donc que certains devaient connaître et qui était un peu en train de s'épuiser, en tout cas, qui trouvait plus trop son public. Et donc, la FFA a décidé de relancer ce truc-là en créant le Challenge national de trail. Et en fait, ce petit challenge, l'idée, c'est d'avoir 12 courses, donc 6 trails courts et 6 trails longs. Et pour participer à ce challenge, l'objectif, c'est de participer à 3 courses. Donc en fait, vous sélectionnez soit le trail court, soit le trail long. Et dans les 6 choix que vous avez dans chaque format, vous devez réaliser 3 courses. Et la petite subtilité que la Fédé a mis en place, qui est plutôt intéressante, c'est qu'en fait, vous avez différents types de courses. Vous avez des courses de plaine, des courses de moyenne montagne et des courses de haute montagne. Si on peut prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret pour les auditeurs, Hugo Ferrari, qui a décidé de jouer le challenge cette année, a décidé de participer à l'Eco-Trail de Paris, aux 80 km, qui, elle, est une épreuve de plaine. Il a ensuite participé aux 60 km de la Pastourelle, qui est, elle, une épreuve de moyenne montagne. Et ensuite, il a décidé de participer à la 6000D pour avoir son épreuve de haute montagne. Et donc, en réalisant ces 3 épreuves dans 3 types, qui correspondent à 3 types de formats différents, il a pu se classer à ce challenge. Et
grosse particularité qu'il y avait sur ce challenge, c'est que la Fédé a décidé de sortir un peu le porte-monnaie, puisque les 5 premiers hommes et les 5 premières femmes sur trail court et sur trail long, donc en tout, ça fait 20 athlètes qui étaient récompensés, avaient des primes, et plutôt généreuses d'ailleurs, puisque les premiers avaient 6 000 euros, ensuite ça 5 000 euros, 4 000 euros, 3 000 euros, 2 000 euros et 1 000 euros. Et donc, c'est des sommes qui sont quand même non négligeables, surtout aujourd'hui quand on connaît un petit peu les salaires de certains athlètes, et quand on connaît aussi l'importance des primes de course, c'est toujours intéressant d'aller chercher ces petites primes. Dans les faits, par contre, c'est ce qu'on disait un petit peu, c'est que ça manquait clairement de densité. Comme d'habitude avec la FFA, le petit problème, c'est que ça manquait de communication et de clarté dans tout ça. Donc, peu d'athlètes, a priori, étaient au courant de ce challenge-là et surtout les primes. Je pense que si plus de gens avaient été au courant des primes, ça aurait potentiellement attiré un peu plus de monde. Et dans les faits, ce qui démontre le peu d'attrait pour ce challenge, c'est que sur le trail long, en termes d'athlètes qui ont bouclé les 3 courses, comme ce qu'a fait Hugo, chez les hommes, on a seulement 11 athlètes qui ont réalisé les 3 courses. Et chez les femmes, on en a uniquement 4. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 5e femme pour aller chercher les 1 000 euros. Donc tant mieux pour la FFA qui va garder les 1 000 euros pour elle. Donc c'est un peu bizarre, on va dire. Et Ouais. sur le trail court, il y a un peu plus de finishers, on va dire, de personnes qui ont réalisé les 3 courses. Chez les hommes, il y a 25 hommes et chez les femmes, il y en a 8. Voilà. Donc, et en niveau résultat, juste pour vous évoquer un petit peu ça, sur le trail long homme, c'est Mathieu Debroisse qui l'a emporté devant Valentin Joachim et Hugo Ferrari. Chez les femmes, c'est Manon Gras qui l'a emporté devant Manon Campano et Justine Rouveyrol. Et ensuite, sur le trail court homme, où il y avait un peu plus de densité quand même, notamment chez les garçons, c'est Pierre de Fontaine qu'on a vu au championnat de France de trail long, qui a remporté le challenge devant Arnaud Bonin et devant Pierre-André Anizan. Chez les femmes, c'est Mathilde Sagne qui l'a emporté devant Manon Châtenay et Lisa Giffon. Voilà, voilà les petites infos sur ce challenge. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous en aviez entendu Ouais. parler? Moi, je vais Euh, rebondir rapidement. La différence majeure, on va dire, c'est. Alors, sur les femmes, sur le court, il n'y avait pas un énorme plateau, mais chez les hommes, ça a bien marché. Le très gros souci qu'il y a eu, en fait, cette année, de mon point de vue, surtout sur le long, c'est que le challenge a été annoncé, alors, je sais plus les dates en tête, mais je pense autour du 15 octobre. Et la première manche, en sachant que tu l'as expliqué, il y a quand même que 2 courses par format. Donc, quand tu en rates une, il suffit que la deuxième soit mal placée. T'es marron, entre guillemets. Et donc là, c'était sorti le 15 octobre. La première course, c'était le Sparna Trail le 11 novembre. ouais, En c'est ça. sachant En qu'on fait, juste, a une du coup, il y a période où les coureurs ils sont en train de couper. Donc, celui qui avait prévu les Templiers, par exemple, bah, il n'a pas prolongé pour aller au Sparna Trail. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu souci de plaine. Et après, l'Eco-Trail de Paris était quand même vraiment en concurrence avec les championnats de France de trail cette année. C'était quasiment impossible d'enchaîner les deux. Et ça, je pense que ça a été un vrai problème. Sinon, des coureurs qui sont, on va dire, entre 5 et 15 des championnats de France, je pense, peuvent être intéressés par ce type de challenge parce que s'il y a un peu de densité, c'est des belles courses. Et comme tu l'as dit, il y a une petite carotte monétaire à la fin. Donc voilà, je pense que ça a besoin de temps pour peut-être pour prendre. Je ne sais pas s'ils vont changer les courses ou pas. Peut-être que le calendrier mériterait aussi d'être un peu moins concentré parce que ça s'enchaînait beaucoup, notamment sur le trail court. Mais je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée pour les coureurs de niveau national qui aujourd'hui ont du mal à exister à l'international. Ils ont un challenge où ils peuvent se confronter entre eux et je pense que ça peut être intéressant. Allez, passons aux choses sérieuses, concluons. Si j'ai fait bien les comptes, c'est 84 000 euros qui ont été distribués sur un challenge qui a été terminé au total par 48 personnes. Donc, c'est vrai que ça rentable, semble, rentable. ça semble être ouais, rentable pour les athlètes. Mais Passons maintenant Alex, vraiment. Alex, Louis? tu l'as dit, mais le problème pour la mise en avant de ce circuit, c'est la communication, parce que nous, on est au courant parce qu'on s'intéresse vraiment à la discipline, mais le coureur lambda, il n'est pas du tout au courant de la présence de ce circuit, alors qu'aujourd'hui, un coureur lambda, il est au courant de la présence de l'UTMB ou des Golden. Donc, c'est la puissance de communication qui fait, quoi, je pense. Ouais, et n'hésitez pas du coup à nous mettre en commentaire si vous avez entendu parler de ce challenge-là et si c'est un challenge qui vous intéresse. Comme l'a dit Nico, moi personnellement, je trouve ça vraiment intéressant de mixer un peu l'aspect plaine, l'aspect moyenne montagne et l'aspect haute montagne. Ça aussi, ça permet aussi de découvrir des courses qu'on ne connaît pas. Moi, à l'époque, j'avais fait quelques courses du TTN, et pour le coup, j'avais été découvrir des super courses dans des coins dans lesquels je ne serais jamais allé courir. Donc, moi, je trouve que ça reste
quand même intéressant, mais oui, comme on l'a dit, manque de communication, quoi. Allez, passons aux choses sérieuses. Sierzinal, événement magnifique qui a eu lieu le week-end dernier, donc dans le Valais suisse. C'est une course historique de la course en montagne. Est-ce que Nico, tu peux un peu nous dresser le tableau de qu'est-ce que c'est Sierzinal et qu'est-ce qui s'est passé cette année là-bas? Ouais, donc Cardinal, tu l'as dit, grande classique, créée en 1973, donc ça commence à dater. C'est une course, comme tu l'as dit, hein, qui se situe dans le Valais et la vallée du Rhône. Donc le départ de Sierre, pour ceux qui connaissent, dans cette grande vallée-là, et direction de Zinal. Zinal qui est un village de montagne qui est perché à 1600 mètres d'altitude. Sierre, c'est à 500, donc une course globalement en profil montant, 31 km, 2200 mètres de D+, seulement 800 de D-, quasiment concentré dans les 15 à 20 dernières minutes de course. Pour ceux qui ont suivi la course, vous avez bien vu ça. Avant de passer à cette édition, le recordman sur ce parcours qui, faut le souligner, bouge très peu. Alors avec le Covid, il avait eu des mini modifications, mais globalement là, on est revenu au parcours historique. Kylian, il est double recordman à la fois de temps, donc 2,25,35 avant cette édition en 2019. 9 victoires au compteur, donc il était en recherche de sa 10e. Du côté des filles, deux filles qui ont 4 couronnes chacun. Maud Matisse de 2019 à 2022. Alors même s'il y a eu des 2020, c'était une édition sur un mois, mais elle a quand même remporté 4 fois de suite, comme Anna Pistrova au milieu des années 2000, qui avait l'ancien record en 2h54 et quelques, j'ai plus les secondes. Et cette année, Kylian s'était concentré sur peu d'objectifs. Il avait fait une démonstration à Zegama. Il avait annoncé, enfin, je m'étais laissé dire qu'il faisait des meilleures séances qu'avant son record 2019 durant sa préparation. Et effectivement, la course est partie très très vite du côté de Kylian qui a pris la tête quasiment tout de suite. Même s'il n'a pas réussi complètement à se débarrasser d'un Kenyan, Jospat Kipengeno, qui protège, pardon, qui va faire quatrième à l'arrivée. Kylian est passé légèrement moins vite en haut de Ponchette, donc on rappelle la course, c'est une longue montée, il y a à peu près 1300 mètres de D+, et puis après c'est plutôt quelque chose de roulant en altitude, et à ce passage à Ponchette, il était passé en 47-10 en 2019, cette année 47-48, mais en 2019 il était bien détaché, là il y avait beaucoup de coureurs qui pointaient relativement proche de Kylian, et donc Kylian a fait une grande partie de la course en deuxième position, donc derrière ce Kenyan qu'on connaît pas trop, qui plutôt vient de la route, qui a un record en 59-30 au semi, qui a fait cinquième des championnats du Kenya de cross, donc un coureur très très rapide. Et donc, grosse bataille. Alors, Kylian s'est jamais vraiment fait lâcher de manière significative. Il a repris la tête de la course autour de l'hôtel Weisshorn. Ils sont passés tous les deux ensemble. Et puis, on pensait que c'était plus ou moins fait pour Kylian, puisqu'on a une partie globalement un peu plus technique dans la partie finale, la descente. Et puis là, grosse bataille avec le retour d'un duo kényan de Kipengeno qui est champion du monde de course en montagne sur la verticale et du tenant du titre en 2023, Philemon Ombrago, qui va terminer en boulet de canon, qui va revenir sur Kylian à peu près 10-15 minutes de l'arrivée avant de revenir sur cette partie très raide pour ceux qui connaissent, ce pré qui est très raide et puis les lacets qui s'enchaînent. Et Philemon va mener un petit peu la course et puis Kylian va réussir à faire la différence dans cette partie la plus technique pour conserver seulement 2 secondes sur la ligne d'arrivée et s'offrir le record pour moins d'une seconde, pour 7 dixièmes si je dis pas de bêtises. Alex, tu nous as donné les temps exacts tout à l'heure en off. Donc voilà, une énorme bataille, l'une des plus belles, je pense, qu'on ait pu voir dans le monde du trail sur cette édition, avec donc du coup un podium complété sous les 2h29, enfin sous les 2h27, pardon, par Patrick Kipengeno. Donc un podium sous les 2h27, c'était jamais arrivé à Sirdinal. Donc grosse densité devant. Globalement, dans le top 10, moi je note quand même le fait qu'on retrouve 5 Kenyans. Deux Suisses qui sont à domicile avec une énorme fan de course de Roberto De Lorenzi qui est venu faire cinquième. Rémi Bonnet qui a un petit peu craqué, qui a terminé
9e, si je dis pas de bêtises. Et puis notre Français, Sylvain Cachard, qui améliore sa meilleure marque qu'il avait pris l'année dernière avec une 4e place, puisque cette année, il fait 7e en 2h02, 45. Donc voilà, très très grosse course devant. Je vais faire un peu plus court chez les filles, parce que chez les filles, on a eu moins de batailles. On a malheureusement aussi, c'est le petit regret, un peu moins vu la course. C'est moi peut-être le petit regret. Je pense que si notre sport veut passer un cap, il faut encore mettre plus de moyens pour suivre les courses. Avec une relative inconnue, alors vous pouvez peut-être me couper, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais Joyline Chepengeno qui gagne la course, qui était complètement inconnue pour moi. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Négatif? C'est sa Non, et première course de trail. ouais, a priori, on disait, enfin, les observateurs disaient que c'était son premier trail. Ouais. Ouais, j'ai cherché, même sur World Athletic, pas de, enfin, elle avait quelques références, mais vraiment rien d'exceptionnel. J'ai plus le record en tête, mais c'était vraiment une performance banale sur le rare résultat qu'elle avait. Donc ouais, alors j'ai cru entendre pendant le live, mais j'ai suivi en anglais pendant un long moment parce que je trouvais pas le live français, qu'ils ont dit qu'elle avait perdu beaucoup de poids, il me semble. Ouais. Euh, mais Ouais. voilà, elle a dominé de bout en bout, hein, la course en faisant quand même un très bon chrono, un 2h54,06, qui est en dessous le record précédent qui appartenait à Anna Pistrova. Donc bon, ça reste à peu près 5 minutes du record de Maud Matisse qui avait fait 2,49,20 en 2019. Mais voilà, une belle domination. Et puis derrière, il y a eu longtemps une autre Kenyane, j'ai mangé son nom, qui s'est beaucoup bataillé avec Scoot Atkin, qui confirme son excellente saison après ses 2 médailles au championnat d'Europe, sa victoire à la montée du Nid d'Aigle. Elle vient prendre une belle 2e place en 3h02. Et puis le retour sur la fin de course pour le podium de la Roumaine Florea Madalina qui vient compléter le podium. À noter, je crois qu'on va y revenir plus tard dans le podcast, mais la 6e place de l'athlète américaine Alex Bisson qui avait fait les trials américaines, qui a un record je pense que Mathieu a checké ça, mais il me semble en 4,05 au 15. Donc, 4,08. qu- ah ouais, 4,08, bon, c'est quand même solide. Elle a fait Et voilà. les trials pour se qualifier au jeu sur 1500. Ouais. Ah, t'es On spoilé rappelle. là. C'est Ouais, beau. enfin, on va pas développer, il va y revenir après notre maths. Et du coup, voilà, et une seule Française dans le top 10, Julie Lelong avec un excellent chrono, 3h12. La seule du top 10, la seule du top 20 aussi, puisqu'on a retrouvé en 21e position Alice Bosseron. Voilà, une très très belle édition, grosse bataille chez les hommes. Chez les femmes, il y avait une belle densité aussi quand même. Euh, on avait 18 femmes sous les 3h20 en cette édition 2024, Sors pas toutes les stats, Nico. et 19 femmes en 2019, qui était l'autre édition un petit peu référence. Voilà, Allez, donc merci pour moi, ce tour d'horizon qui était quand même très très complet. Ça a donné pas mal d'informations et on va vous proposer un petit peu de rentrer encore plus dans les détails sur des petites analyses un peu plus spécifiques qu'on a chacun fait. Alex va commencer par des stats un peu sur la densification du niveau et la présence de ces Kenyans. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Ouais, bah juste pour aller dans le sens de ce que disait Nico, déjà Cerzinal, c'est une course qui a toujours été très très dense. Et dans l'analyse un petit peu des résultats, bah, ça se confirme, hein, on est assez proche tous les ans, même si on se rend compte que les chronos descendent quand même un petit peu petit à petit. Du coup, j'ai comparé bah, les 2 années du record de Kylian, donc 2019, quand il fait exactement 2h25, 35,5 secondes. Et du coup, cette année du record en 2024 où il fait 2h25, 34,8 secondes. Donc, on a un écart assez hallucinant de 7 dixièmes. D'ailleurs, c'est 7 dixièmes qui permettent à Kylian de remporter et la prime du record qui était de 6 000 francs suisses, puisque on le sait, tous les ans, en fait, la prime, lorsqu'elle n'est pas, le record, lorsqu'il n'est pas battu, la prime augmente de 1 000 francs suisses. Donc là, ça faisait la 6e année que le record n'était pas battu. Donc Kylian a pris 6 000 francs suisses. Je pense qu'avec la prime d'engagement qu'il doit prendre aussi, il doit pas être loin. Et plus la prime, il y a toujours une prime au chrono aussi, quand tu fais moins de 2h30, moins de 2h35, etc. Donc je pense qu'il doit être pas loin des 10 000 francs suisses, rentable pour Kylian. Avant d'enchaîner sur les chronos et la densité, est-ce que vous sauriez me dire quel est le pire chrono de Kylian depuis qu'il participe à Zinal? Je ne tolère aucune triche. Les gars. euh, Mathieu, vas-y Nico.
Je dirais qu'il a peut-être fait un 2h37 la première fois, mais après 2010, je dirais jamais en dessous de 2h34. Mathieu. Moi, j'ai aucune idée, mais par rapport au chrono, je pense que je sais pas s'il est déjà passé sous les 2 heures. Moi, je dirais qu'il est jamais passé au-dessus des 2h35. Louis. Ouais, moi, j'allais dire jamais au-dessus des 2h40. Ok, eh ben, putain, Nico, t'es fort, hein. Il a fait 2h37, 27 secondes en 2010. Donc, c'est son pire chrono. C'est vous dire à quel point il est régulier, à quel point il est fort. Et c'était sa Euh, combienième participation? C'était sa deuxième participation en 2010. Donc, d'ailleurs, il a gagné cette année-là. Comme en 2009. En 2009, c'était sa première participation. Il avait gagné l'épreuve en 2h35 et 30 secondes avant, comme on se le rappelle, en 2009, d'enchaîner sur sa victoire à. UTMB. TMB. MB. Bien vu. Bravo, Et, les gars. et cette année-là, en 2010, il fait quoi, avant ou après? En 2010, à la fin de saison, il va nous remporter la Diagonale des Fous. Ok. Magnifique. Voilà, le boss, le boss, le boss. Donc, bon, après, je pense qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ce genre d'enchaînement, mais bon, c'est toujours intéressant. Du coup, juste pour comparer donc, les 2 années 2019-2024, en 2024, on avait 78 personnes en dessous des 3 heures en termes de chrono. Et les 3 heures, ça correspond à peu près à une cotation sur ITRA à 800. Donc, il y a 78 athlètes, femmes comprises, qui sont sous les 3 heures. Sous les 2h50, qui correspond à une cote ITRA de 825, on a 41 athlètes. Sous les 2h40, qui correspond à une cote ITRA de 875, on a 17 athlètes. Ensuite, sur les 2h35, qui correspond à une cote ITRA de 900, on a 9 athlètes. Et enfin, sous les 2h30, cette année, on a eu, et je crois pour la première fois d'ailleurs, on a eu 3 athlètes en dessous des 2h30, ce qui correspond à une cote ITRA environ à 930, en sachant que Kylian, avec son record, là à côté, à 964 cette année sur ITRA. Donc voilà, donc ça c'est pour 2024. En 2019, ils étaient deux sous les 2h30. Et là aussi, à titre de comparaison, il y avait eu un énorme fight avec Petro Mamou qui avait terminé 1 minute derrière Kylian en 2h26-35. Donc ça montre aussi que sans densité et sans fight, bah, c'est difficile d'aller chercher les records. Euh, les 2 années où il a fait le record, à chaque fois ça a été un énorme fight. Donc 2 athlètes sous les 2h30 en 2019, 6 sous les 2h35, 16 sous les 2h40, 54 sous les 2h50 et 83 sous les 3 heures. Donc on se rend compte que c'est à peu près similaire sur l'année 2019 où il y avait une énorme densité. Et cette densité, comme on l'a dit, elle s'explique aussi par l'arrivée des Kenyans dans le trail et dans la course en montagne. Ça fait, on va dire, 5, 6, 7 ans qu'on voit les Africains arriver, notamment les Kenyans, qui est le pays principal pourvoyeur d'athlètes en course en montagne et en trail, arriver. Et Cerzinal, ils ont débarqué. Bah, du coup, en 2019, dans le top 10, il y avait déjà 2 Africains. Donc, il y avait Petro Mamou qui a fait deuxième et il y avait un Sud-Africain. Mais les Africains de l'Est, comme les Kenyans, c'est vraiment à partir de, je pense, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai plus l'année exacte. Ouais, post-Covid, je pense. Ouais, post-Covid. Donc, c'est vraiment cette année-là où ils sont arrivés. Comme tu l'as dit, Mathieu, ou Nico, je sais plus, cette année, il y a eu 4 Africains. Euh, 4 5 dans le top Africains, 10 de 5 la dans le top course 10, Ouais. chez les hommes. donc 4 Kenyans dans le top 4. Donc, c'est assez hallucinant. 2, 3 et 4, c'est des Kenyans. Donc voilà. Et donc ça va continuer de se développer, ça c'est sûr. Ça s'explique en partie par le fait qu'il y ait des structures qui se soient montées depuis de nombreuses années, notamment la structure autrichienne Run Together, qu'on connaît assez bien. En fait, c'est une association qui a investi dans des projets humanitaires au Kenya et qui a pris le parti de soutenir des athlètes kenyans en leur permettant de venir participer à des courses en Europe et surtout aussi de pouvoir y poser leurs valises quelques mois dans l'année. Donc en fait, ils vivent encore entre le Kenya et l'Autriche. Et on a eu plein de champions, notamment Lucy Wambi Murigi, qui était une athlète femme qui court plus trop en ce moment, je crois, mais qui était une des premières Kenyanes à devenir à remporter le circuit Coupe du Monde de course en montagne, notamment. Donc voilà, c'est beaucoup ces structures-là, elles sont beaucoup implantées au Kenya. Il y a aussi la Milimani Runners, dont fait partie la femme qui a gagné Cerzina cette année, qui est une structure qui a été montée par Julien Lyon. C'est un athlète suisse qui habite au Kenya, qui a une femme kenyane et qui a décidé pareil, de donner la chance aux athlètes kenyans de venir sur la course en montagne et sur le trail. Et on voit que ça marche très très bien. Et ce qui est un petit peu curieux, c'est que ça se développe pas dans d'autres pays africains, notamment l'Ouganda.
L'Ouganda, c'est quand même une terre de champions, d'athlètes, notamment sur la piste, sur le cross et sur la route. Ils Aussi ont un en course en vivier montagne, ils sont là sur les championnats. Ouais, ouais, c'est vrai en course en montagne, mais c'est pas structuré de la même manière que au Kenya. En fait, c'est au Kenya les structures privées qui commencent à se monter. En Ouganda, c'est beaucoup la Fédé, mais voilà, donc il y a encore un peu un manque de présence des athlètes ougandais, et je pense que si ça commence à se développer chez eux, ça peut faire très très mal pour les années futures. Et dernièrement, je finis avec la densité chez les femmes, notamment cette année où il y a eu, malgré tout, moi je trouve pour moi une petite déception au niveau des chronos. Une seule athlète sous les 3 heures, donc on l'a dit, la Kenyane, qui reste quand même très très loin du record de Maud Matisse qui a été réalisé en 2021, qui est de 2h46. Donc c'est 2h46, c'est juste hallucinant. Et d'ailleurs, la même année, Ninke avait sorti 2h48,58. Anaïs Sabrier avait réalisé 2,55 et Blandine avait fait 2,59. Donc ça faisait 4 femmes sous les 3 heures. Donc voilà, en 2021, la densité chez les femmes avait été exceptionnelle. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Alex pour l'analyse de ces performances. On voit que le niveau se densifie vraiment, ça devient de plus en plus intéressant. Moi, je vous propose de mettre le focus sur un petit profil particulier. Donc, c'est une athlète de chez Brooks, Anna Gibson. Donc, Nico vous l'a un petit peu teasé. C'est une des seules athlètes en fait qui est capable de faire des très très bons chronos sur la piste et à la fois qui performe aussi entre elles. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc cette année, elle a essayé de se qualifier pour les Jeux Olympiques donc aux États-Unis. Aux États-Unis, comment ça se passe? Eh bien, en fait, il y a une espèce de championnat qui s'appelle les trials sur lesquels il faut perfer pour épuiser les meilleurs qui sont pris. Et donc, elle a fait quand même un chrono remarquable de 4,08. Donc, ça, c'est son record cette année sur 1500 mètres. Donc, ça court quand même. Moi, mon record, c'était 4,20 quand je suis passé un petit peu sur la piste. Et puis, donc là, comme Nicolas dit, une sixième place, donc en 3h08 à Sierzinal. Donc ça montre que c'est vraiment une athlète très complète qui est capable de performer sur de multiples terrains. Et donc, elle est soutenue donc, par Brooks sur ces deux disciplines. Mathieu Simon a eu la chance de la côtoyer au stage Brooks juste après qu'on soit parti. Il a partagé l'habitation et apparemment, ça a bien réussi ensuite à Sierzinal. Et puis aussi, sa petite particularité, donc, comme beaucoup d'athlètes états-uniens, elle est passée bien sûr par les équipes universitaires. Mais en parallèle de ça, par rapport, par contre, ce qui la différencie des autres athlètes américains, c'est qu'elle fait beaucoup de cross-training. Donc, c'est une athlète qui ne fait pas que courir et qui passe beaucoup de temps l'hiver sur les skis de rando. Et puis l'été, elle fait aussi beaucoup de vélo, donc en complément de la course à pied. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas trop souvent vu aux États-Unis et encore moins quand les athlètes font de l'athlé. Mais elle aime beaucoup la montagne, elle aime l'outdoor et du coup, ça semble pas trop mal lui réussir cette année. Donc là, c'était sa rentrée sur les Golden Trail Series. Donc, elle a Ah gagné oui, la Broken Broken Arrow. Arrow Sky Race sur 20 km, qui est un format quand même qui est une course très relevée aux États-Unis, puisqu'il y a aussi 2500 euros à gagner là-bas. Donc, il y avait beaucoup de monde et elle s'est imposée. Là, elle faisait sa rentrée sur les Golden Trail à Zinal. Et puis ensuite, il faudra la suivre à Tatra la prochaine manche. Et puis, elle sera aussi présente sur la finale. Donc, un petit profil qui est intéressant et qui se démarque un petit peu. Je vous invite à aller la suivre aussi sur les réseaux. C'est pas mal. Donc, un autre aspect un petit peu de ces courses des Golden Trail Series, c'est vraiment la médiatisation et puis surtout le direct qui sont très travaillés. Donc, Nico nous a dit qu'il y avait quand même un petit peu de progrès à faire, notamment pour mettre autant en valeur les courses féminines que les courses masculines. Mais pour ça, il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de caméras runners et aussi des vélos qui suivent les coureurs. Louis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des coulisses de ces lives? Ouais, donc moi j'ai eu quelques infos par rapport au suivi live de toutes ces courses via un ami et coureur qui est Antonin Théron, qui est athlète du Team Scott et qui a quelques sélections en équipe de France de course en montagne, pour un peu que vous ayez une idée du niveau du coureur. Donc déjà, c'est l'entreprise qui est en charge de ces suivis live, c'est Outdoor Sport Live, qui est géré par Sébastien Chéniaud, donc qui est aussi un ancien coureur qui est quand même assez connu dans le milieu. Et du coup, en fait, pour mettre en place ces suivis, il y a des caméras runners, comme a dit Matt, et il y a aussi des VTTistes, enfin des caméras, comment on peut dire, des cyclistes caméras, on va dire. Donc par exemple, pour Sierzinal, toute la première côte, elle a été filmée
en caméra runner. Et ensuite, toute la deuxième partie sur le plat et la descente, c'était plutôt des VTT. Et du coup, pour vous donner une idée un peu de comment c'est filmé, et ben en fait, Sport Live, eux, ils ont une régie qui sont dans des bureaux basés à Annecy. Et ils engagent du coup des caméras runners qui, eux, s'occupent de courir avec un sac d'hydratation. Donc là, c'est un sac d'hydratation Compresse Sport qui fait à peu près 2,3 kg. Et dans ce sac, ils ont des antennes 4G et 5G qui sont branchées à des GoPro et à des écouteurs qui mettent directement dans les oreilles. Et du coup, eh ben, en fait, ils filment avec les caméras. Ils ont les écouteurs pour être directement en contact avec la régie qui est à Annecy et qui gère toutes les images. Et en fait, chaque athlète caméra runner a des portions auxquelles il doit filmer un maximum les athlètes. Donc, pour vous donner une idée, par exemple, Antonin, l'année dernière, il a dû filmer du pied de la bosse, donc c'est dans les premiers kilomètres, jusqu'à. Il avait sa portion, et la portion d'après, c'était Benjamin Roubiol, qui est le champion du monde, le champion du monde en titre. Et pour vous donner une idée, et ben, Antonin Théron, par exemple, qui a plusieurs sélections en équipe de France, il n'a même pas réussi à tenir une 15 minutes derrière les premiers. Et en fait, le process de suivi, c'est chaque caméra runner donne son maximum, suit à bloc. Et en fait, c'est un effet domino. Dès que ça décroche le premier, et ben après, ça filme le deuxième. Dès que ça décroche le deuxième, ça filme le top 5, top 10, jusqu'à que explosion totale, on filme les premières féminines et après explosion totale, on arrête tout et ça prend le relais sur la portion d'après par les prochains caméra runners. J'ai une Donc, petite question, Louis. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui ont envie d'être caméra runner, combien c'est payé? Et puis, quel est le processus de sélection? Comment on peut rentrer un petit peu dans ces médias-là? alors combien c'est payé? J'ai pas eu il m'a pas donné d'infos sur le budget, mais c'est quand même bien payé. Ils sont en gros pour l'avant, on va dire l'expérience. Ils arrivent la veille sur place, ils font une reco du parcours en déterminant bien toutes les portions où chaque caméra runner devra filmer. Et ensuite, tu m'as posé ouais, les critères de sélection. Du coup, c'est sur candidature et bah, du coup l'agence Outdoor Sport Live regarde la cotation ITRA et regarde également, pour le coup, pour Serginal surtout, si les athlètes ont des références en KV ou s'ils ont ouais, KV ou style de course auquel ils ont l'habitude de courir. Mais globalement, tous les coureurs qui sont sur ces distances, qui sont sur ces courses pour suivre les athlètes, le niveau est vraiment examiné. Et là, par exemple, cette année, il y avait Fleury Roux et Jean Udry, qui sont deux athlètes quand même de très bon niveau et qui sont très souvent derrière la caméra pour filmer ce genre d'athlète. Moi, Allez, moi j'ai bon. quelques infos sur les tarots. C'est autour de 250 la journée. Ça peut varier un petit peu selon le prestataire, mais on va te dire une fourchette un peu large entre 2 et 300. Tu as parlé de Fleury. Fleury, il m'a dit que j'accompagne un petit peu. Il m'a dit 6 minutes à 2000 mètres heure derrière Kylian au début pour donner une idée du niveau, quoi. Putain, c'était ma stat. Et Ben, voilà. juste pour voir un peu le niveau des gars qui courent. Bon, Fleury, je pense que beaucoup de gens commencent à le connaître. Mais Fleury, c'est déjà quelqu'un qui a coté autour de 850. Jean, je crois que c'est quelqu'un qui a coté autour de 830. Donc, franchement, si vous avez ouais, à peine 800 ITRA, je pense que c'est même pas la peine de candidater parce que il y a peu de chances que vous soyez pris. Après, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de chaînes de télé et de boîtes qui sont en train de se monter là-dedans, notamment 8 Mont Blanc qui fait des lives un peu moins chers. C'est une prestation qui coûte un peu moins cher aux organisations. Et Apparemment, la là, prestation est là totalement pour le différente. coup, c'est sur des courses aussi peut-être d'un niveau moindre. Donc ça vaut peut-être le coup aussi d'aller candidater chez ces boîtes-là. Allez, on passe au meilleur pour la fin pour conclure un petit peu cette analyse de Cerdinal. Bon, vous l'avez compris, vous l'avez peut-être déjà vu en voyant le temps de l'épisode. Aujourd'hui, on prend le temps de rentrer dans les détails parce que c'est passionnant, c'est intéressant. Et là, on vous propose quand même quelque chose de très exclusif. C'est une plongée dans la préparation de Cerdinal. Donc, la perf de Sylvain, elle est quand même vraiment pas anodine puisque il vient d'améliorer le record français qu'il détenait déjà après l'an dernier. L'an dernier, il a fait une quatrième place en 2h34 et là, il vient de faire une septième place en 2h32. Un chrono qui lui aurait permis de gagner 4 des 10 dernières éditions. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de la performance du bonhomme. Et donc, voilà, Nicolas Martin va nous en dire un petit peu plus puisque c'est lui qui conseille Sylvain sur ses entraînements, comment il a préparé ça et comment ça s'est passé, sa course. Est-ce que tu as des détails? Ouais, alors c'est intéressant de parler de la prépa de Sylvain parce que c'est une prépa moins cadrée que ce qu'il avait pu faire
en 2023. Je vous invite, si vous êtes intéressé, on avait fait une vidéo avec Matt à ce sujet en 2023, donc je vous invite à la revoir. On va pas faire aussi détaillé. Le contexte, alors très général, Sylvain a terminé la saison 2023 avec une petite douleur au tendon d'Achille qu'il a traité sur le début d'année, donc très peu de courses à pied sur le début d'année. Bon, je sais pas les stats exactes, mais il avait repris que les intensités tout début février pour clore, on va dire, son hiver par une 14e place au championnat de France de cross. Donc remarquable, alors certes sur un parcours qui était assez à son avantage, mais quand même avec très peu de courses à pied, 50-60 km max de moyenne sur les 2 premiers mois et demi de l'année. Ensuite, le programme initial, c'était de défendre son titre au championnat d'Europe, puisqu'il était tenant du titre en montée-descente. Malheureusement, il a une douleur au pied qu'il a arrêté. Donc, il a arrêté de courir autour du 25 mars pour une reprise seulement début mai. Donc, 6 semaines sans la moindre minute de course à pied, hein, seulement du vélo sur cette période. Alors juste pour donner un peu une idée quand même du volume, alors Sylvain n'était pas sous-entraîné, hein, même s'il avait moins couru, puisqu'entre le 1er avril de cette année jusqu'à la veille de Sierzinal, il avait fait 310 heures d'entraînement, compte seulement, entre guillemets, 260 en 2023. Par contre, il avait fait beaucoup plus de vélo cette année. Il avait à peu près cette année 950 km de course à pied sur la même période, alors qu'il en avait plus de 1500 en 2023, donc un tiers de moins quasiment de kilométrage à pied. Et malgré tout, il a couru plus vite. Donc je l'ai évoqué, ces 6 semaines sans course à pied. Après, il a repris tranquillement sur le début du mois de mai la course à pied. Donc une remise en charge avec des footings de 20-25 minutes jusqu'à 1 heure progressivement pour être, on va dire, à peu près apte à faire un vrai entraînement en course à pied fin mai. Il a fait 3 semaines de stage à Font-Romeu du 27 mai au 14 juin, avec pas forcément énormément d'intensité, mais par contre beaucoup de stress environnementaux. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers, en gros, deux types de stress différents. De la chaleur et de l'hypoxie, plutôt en chambre hypoxique, avec de la chaleur. Bon, en gros, ils mettent un chauffage dans la salle, donc pas mal de footing au-delà de 3000 dans la chaleur, donc essentiellement du stress environnemental. Et puis il a clos ce premier stage par sa reprise de la course à pied pour ceux qui ont suivi, avec une deuxième place sur le petit format de Saint-Jacques Bayou-Tembe, où il a pris la deuxième place derrière le brillant et jeune Allemand Lucas Serleux. Donc derrière ça, ça a été de nouveau un petit peu compliqué au niveau de son pied. Donc il a dû aménager à nouveau un petit peu son entraînement. Il est resté à Grenoble, donc à basse altitude, sur la fin du mois de juin. Et puis il avait prévu de remonter à Font-Romeu pour faire une dizaine de jours, enfin une quinzaine de jours, et redescendre pour la montée du Nidec. Bon, il a eu quelques petits problèmes personnels, donc il a fait 5 jours pour le coup en chambre hypoxique carrément, où il dormait la nuit, donc entre 2002 et 2400 mètres. Mais bon, il a juste fait 5 jours. Il avait petit craquage mental, donc entraînement beaucoup moins structuré, plus de temps avec les potes en montagne, puisqu'il, je n'ai pas posé le contexte, mais il fait aussi l'OCC cette année, donc il fait un peu plus de volume. Et globalement, ce qu'on avait retenu de l'année dernière, c'est qu'il avait moins fait de haute intensité et qu'il avait trouvé que ça lui manquait dans la première bosse de Sierzinal l'année dernière. Et donc, du coup, il avait cette expérience, par contre, du pace de la course qu'il avait beaucoup travaillé l'année dernière, donc moins de rythme spécifique, plus d'entraînement un peu polarisé, on va dire, avec des hautes intensités. Et donc cette année, pour conclure, il est passé 2 minutes plus vite en haut de la première bosse à Ponchette. Et globalement, c'est à peu près l'écart qu'il a gardé sur la ligne d'arrivée. Donc toute la partie sommitale et de descente où il a plus ou moins fait le même temps que l'année dernière. Le contexte, on ne l'a pas évoqué. Moi, je pense que les perfs de cette année étaient plus durs à réaliser que l'année dernière. Il faisait encore un peu plus chaud. On a parlé souvent de 2019. En 2019, le départ était à 10 heures. Cette année, c'est à 11 heures. Kylian, en parlait en off un petit peu avec Sylvain, disait il pense qu'il y a quand même 2-3 minutes liées à la chaleur et aux conditions par rapport aux années où ça partait un peu plus tôt. Donc, très Deux, grosse trois minutes. performance. Et voilà, pour conclure, au-delà de ce qu'il a fait, je voudrais mettre l'accent sur vraiment le fait qu'une carrière, ça se construit dans la durée. C'est pas la prépa idéale pour Sylvain cette année. Par contre, ça fait
bientôt une dizaine d'années qu'il fait du sport de haut niveau avec un entraînement très régulier qui tourne entre 500 et 800 heures d'entraînement. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est le meilleur et de loin athlète français sur ce type de format parce qu'il a développé ses qualités et il va essayer de passer le cap sur un format un peu plus long à la fin du mois du côté de Chamonix, mais on va en reparler après. Magnifique. Du bon travail. Pour la petite anecdote, ouais, quand Sylvain il a eu son problème au pied et qu'il ne pouvait pas courir, parfois il avait des petits craquages, mais bon, moi quand je suis allé chez lui le voir à Grenoble et passer 48 heures avec lui, et ben c'était pas du tout une période de craquage et c'était vraiment impressionnant de voir comment il était mobilisé alors qu'il ne pouvait pas courir et qu'il n'avait pas trop de visibilité sur son retour. Donc on a fait une journée ensemble, on a fait 1 heure et demie à la salle où il s'est mis la misère sur le vélo elliptique. Pour faire une séance d'intensité. Donc, tout le monde le regardait dans la salle de muscu parce que c'était quand même assez impressionnant de voir cette grande tige se mettre en travers sur son vélo elliptique. Ensuite, on a enchaîné directement avec 1 heure de natation pour maintenir les qualités quand même d'endurance et d'aérobie. Puis ensuite, la fin de journée, c'était du renforcement musculaire. Donc, une bonne journée à 3 heures 30 d'entraînement. Donc, ça sort pas non plus de nulle part. Et quand il sait se concentrer, c'est un athlète qui est vraiment très, très fort mentalement pour faire des choses très structurées et faire les choses bien. Et là, franchement, il laissait pas grand-chose de côté. Il pouvait pas courir. Moi, c'est le moment où j'avais fait ma fracture de fatigue. Donc, on a fait la journée ensemble. Et c'est quand même, il était quand même mobilisé de façon impressionnante alors que c'était une période très compliquée. Donc, voilà C'est sa pour. plus grosse évolution des 3 4 dernières années. C'est que c'était quelqu'un qui était mentalement, qui vit les émotions assez fortement et qui avait tendance à avoir cette qualité, c'est-à-dire de se transcender dans les grandes journées, mais aussi que ce soit dur quand ça allait moins bien sur le perso. Et vraiment, il a beaucoup évolué là-dessus. Il arrive à avoir du recul et voilà, je trouve, vraiment un super équilibre dans sa pratique. Il a décidé de ne pas être athlète pro à 100%. Il pourrait l'être, mais il a gardé un job à mi-temps d'ingénieur informatique. Et ça le sert aussi dans ces périodes difficiles d'avoir un autre contexte. Donc voilà, on voit aussi hein, aujourd'hui sur cette édition de Sierzinal, alors même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais le deuxième français à 10 minutes. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que Sylvain était le seul athlète français. C'est aussi là qu'on voit que et culturellement, on n'est pas forcément si fort que ça sur ces formats-là, parce que c'était le seul athlète français invité par l'organisation sur cette édition. Donc voilà, un grand bravo à lui, améliorer son record. Bon, je pensais qu'il pouvait faire ça, mais faut encore le faire. Donc grand bravo et j'ai vraiment hâte de le voir sur l'OCC parce que contrairement à certains athlètes de ce format-là, ils s'entraînent quand même un peu plus que la moyenne, je pense, en termes de volume. Et je suis curieux de voir ce qu'il va faire aux côtés d'un autre protagoniste qui était aussi à Sirdina, le Rémi Bonnet. Allez, je vous propose de conclure le chapitre de Cerzinal en vous parlant un petit peu des messages que vous nous avez mis. Donc, on vous invite souvent à interagir sur le canal YouTube X. Donc, c'est mon canal de discussion Instagram qui est un petit peu où on retrouve les mêmes commentateurs que sur le podcast. Et je vous avais demandé un petit peu qu'est-ce qui vous a marqué sur cette édition de Cerzinal. Et ce qui vous a beaucoup marqué, ben, c'est forcément le mano à mano impressionnant dans la dernière descente entre Kylian Jornet et Philemon Keriago. Et il y en a qui ont l'œil puisqu'ils ont aussi analysé le modèle de chaussures de Philemon. Et il se trouve que c'est pas un modèle de performance, que ce soit sur la route ou sur le trail. C'est un modèle de chez On, plutôt lifestyle. Donc voilà, je pense qu'il y a encore des gains marginaux qui sont possibles du côté de Philemon Keriago. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui ont noté un petit peu, comme nous, forcément, ben, Jolie de Chipengeno, qui était ben, inconnu chez les femmes et qui, du haut de ses 26 ans, a gagné le Cerzinal. Et puis la deuxième aussi, il y a des personnes qui pensaient que Scoot Atkin était pas parmi les favorites, mais on l'avait quand même mis dans notre sélection puisque elle a quand même brillé aux Europes et puis elle avait aussi gagné la montée du Nid d'Aigle. Donc fallait quand même pas la sous-estimer, mais voilà, elle a fait quand même une belle course et forcément elle n'était pas sur les Golden avant, donc il y avait un petit peu moins d'attention sur elle. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal YouTube X et puis ça fait toujours un petit plaisir d'interagir avec des passionnés. Et maintenant, Je je l'avais pense mis qu'on pour la gagne. Je l'avais mis pour la gagne. Bon, elle a fait deux. Elle a fait deux. Voilà. Il y avait deux votes, je crois, donc deux spécialistes, Nicolas Martin et Baptiste Helmenreich. Bravo à ceux qui avaient voté pour Scoot Elle Atkin. avait failli me taper à la montée du Nidec. Je me suis dit, quand même, ça doit être solide. Allez, maintenant, je pense qu'on peut vraiment tourner la page et puis passer un petit peu sur. Ah, tu voulais dire un Alex truc, Viol Alex? veut parler. Qu'est-ce qu'il y a, Non, je Alex? voulais juste dire, du coup, il y a Sophia Lockley qui est passée complètement à côté de la course. J'ai plus le chrono en tête, je crois qu'elle fait 3h18. Donc à voir ce que ça va donner sur. Je crois qu'elle fait l'OCC, ou alors elle recourt sur les Golden ce week-end en Pologne. Et Elle,
Le Judith Wilder qui n'a pas pris le départ aussi parce qu'elle a eu un Covid. Donc voilà, Ouais, et à suivre il y a quelque chose notamment sur l'OCC Judith. il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, mais au vu du chrono de Philemon, quand même, le record de Kylian, potentiellement dans les prochaines années, il va tomber, quoi. Donc, Ouais, il a fait 3 minutes de moins parce qu'il est passé à 3 minutes à Ponchette. Donc 3 minutes entre Ponchette et l'arrivée de moins. Donc voilà, je crois, sous réserve, mais les all-time des sections, c'est 2,21 à peu près. Donc voilà, je pense que si un jour quelqu'un arrive à les aligner, ça peut descendre jusqu'à là. Mais c'est dur d'être le meilleur sur le plat et en montée quand même, hein. C'est sûr, c'est des qualités vraiment différentes. Encore un petit commentaire, messieurs, ou on peut enfin C'est bon. passer à Non, on peut l'actu noter suivante? que Rémi Bonnet est encore passé à côté, hein. Et ouais, c'est dur de répondre présent à la maison, là où on est le plus Souci attendu. gastrique, C'est la c'est pression, un hein, peu dur. Je probablement. crois je crois qu'il craint pas mal la chaleur, pourtant il fait quand même Ouais, souci il fait pas gastrique apparemment, spécifiquement. ça s'est verrouillé après après le Weisshorn, il y a le nom là, j'ai oublié juste au-dessus du Weisshorn et donc forcément quand tu peux plus te nourrir aux allures où ils vont, c'est compliqué. Ça faut que finira je lui par envoie payer. du NAC. Faut que je lui envoie du NAC, non? Et je sais D'ailleurs, pas Merci, j'ai un mais bon. souvenir, petite anecdote terrain. L'an dernier, j'étais à Sierzinal à l'hôtel Weisshorn justement. Rémi Bonnet passe devant nous à vive allure. 200 mètres plus loin, il s'arrête sur le bas-côté, il vomit tout ce qu'il a à vomir. Donc c'est pas la première fois que ça lui arrive les soucis gastriques malheureusement. C'est ça de manger de la chimie, hein. Et quelle part des soucis gastriques est liée à la pression d'avant les courses? Parce que je sais pas vous, mais moi, avant les courses, souvent j'ai des petits soucis gastriques. Ouais. Je veux Mais on pas s'en plus de fout un peu. détails. Allez, passons à la suite. Allez, Ouais. ça y est, je pense que là, on divague là. Recentrons-nous sur le deuxième sujet, le cœur de l'actualité en ce moment, bah, c'est l'attente qui grossit sur les courses de l'UTMB. Donc l'UTMB, le mastodonte des courses d'ultra trail, et Je connais aussi pas. probablement les seules courses d'ultra, enfin il y en a quelques autres qui se marquent un petit peu, mais c'est vraiment les courses de longue distance où enfin la densité et enfin tout le monde qui se prétend faire du haut niveau quasiment en intégralité se retrouvent donc sur trois formats distincts qui sont devenus les finales du circuit UTMB créé quelques années. Donc l'UTMB, ça a été créé en 2003 et là, ils ont vraiment un petit peu changé de dimension. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était ils ont commencé à lancer ça juste avant le Covid, mais ça a vraiment pris en 2021 avec un circuit mondial où il faut aller chercher les qualifications pour les élites. Et enfin, les élites se retrouvent sur la finale. Ça ressemble un petit peu au circuit Ironman. Et sinon, il faut passer par le tirage au sort. Et trois formats qui viennent conclure ces finales. Enfin, trois formats qui viennent conclure ce circuit. Allez, je refais une phrase. Le circuit qui est séparé en trois formats et avec chacun une finale dédiée sur la semaine UTMB. Donc l'OCC qui fait 56 km et 3500 mètres de dénivelé, qui a un départ d'Orsières et qui est en fait un petit peu l'équivalent du dernier quart de l'UTMB. La CCC qui est un petit peu une demi-UTMB puisque ça part de Courmayeur et ensuite ça passe à Champé, puis ça arrive à Chamonix, puis ensuite l'UTMB qu'on présente plus, hein, le tour du Mont Blanc dans le sens anti-horaire, 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. La CCC, ouais, c'est 100 km et 6 000 mètres de dénivelé, je crois que j'ai déjà dit. Et comme chaque année, ben, enfin des courses de très haute densité sur le format ultra. Donc Nicolas Martin nous a fait une petite compilation des moyennes sur des top 10 de chaque course féminin et masculin pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Avant que je vous donne ces chiffres, il faut quand même garder en tête que ces chiffres, c'est la liste des inscrits et que pour participer à l'UTMB, il faut s'inscrire vraiment très en amont. Donc, c'est souvent beaucoup de trailers élites s'inscrivent en fait sans savoir vraiment si ils seront aptes à participer et s'ils veulent vraiment le mettre dans leur saison. Donc, dans ces listes, il y aura probablement des athlètes qui ne seront pas au départ, mais c'est quand même intéressant d'analyser un petit peu qui s'est inscrit. Donc, je vous propose de commencer par l'OCC. Et puis ensuite, on vous propose un petit format un peu différent d'habitude. On ne va pas lister tous les favoris et dire qui on n'attend pas. Comme je vous l'ai dit en introduction, on a chacun sélectionné un homme et une femme sur chacune de ces trois finales pour vous mettre un petit peu le focus sur eux et rentrer un petit peu plus sur des détails qui sont plus croustillants et plus intéressants plutôt que de faire une liste exhaustive qui est un petit peu chiante. Donc, allez, on commence par la plus petite des distances, donc l'OCC. L'OCC, cette année chez les hommes, donc 910 quand même de cotation moyenne sur ce top 10 des coureurs inscrits. Donc de 948 pour Rémi Bonnet à le dixième, donc, qui est à 896. C'est Robert. Nico, c'est qui le dixième, Loïc Robert? Robert.
Ah, Loïc c'est Loïc Robert. Robert, notre Frenchie, donc qui vient compléter ce top 10 des inscrits. Donc voilà, ça va fighter. Et chez les filles, 780. Donc 781 même. Donc aussi une très très belle densité de haut niveau de Judith Wider, 792, qui est en tête des favoris. Je vous propose La plus maintenant belle liste de. d'ailleurs en moyenne chez les femmes des 3 formats. Ouais, en effet, c'est sur les trois formats, c'est ici qu'il y a. C'est assez proche avec l'UTMB. Allez, allez, on change le programme. Je fais tous les courses sur les moyennes que vous puissiez comparer et qu'on ait les chiffres en tête. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est chez les hommes sur l'OCC de 910 et 781 chez les femmes. On est aussi à 910 sur la CCC chez les hommes avec Adam Peterman qui est en tête de la liste chez les favoris avec 927. Et chez les femmes, c'est Tony McCann, donc 801 pour une moyenne de 766. Donc, la CCC, c'est la course où chez les filles, qui est un temps en dessous en termes de densité, elle est un temps en dessous par rapport aux autres courses. Donc 15 points ou 14 points de moins que 15 points de moins que l'OCC et 14 points de moins que l'UTMB, l'UTMB c'est à 780 de moyenne sur le top 10 féminin avec Cathy Scheid en tête de liste avec 827. Et chez les hommes sur cette UTMB, ben, Jim Wamsley 935 en tête de liste pour une moyenne à 913. Donc donc l'UTMB est au-dessus chez les hommes. On est 913 sur l'UTMB, 910 et 910 pour la CCC et l'OCC. Donc voilà pour cette petite introduction et maintenant je vous propose de mettre le focus sur des profils. Bon allez, on commence par Alexandre. Qui c'est que tu nous as sélectionné pour cet OCC? Qui est-ce qu'il faut suivre? Ouais, juste en sachant que toute la liste des inscrits est officiellement sortie. Donc, soit vous pouvez la retrouver sur l'application LiveTrail dans la rubrique classement et ensuite favoris. Sinon, vous pouvez la retrouver aussi sur le site internet de l'UTMB ou sur Google, vous tapez liste favoris UTMB 2024 et vous allez avoir la liste de tous les inscrits, enfin tous les On favoris. a fait un truc particulier, nous, c'est que eux, ils ont décidé de classer par l'index sur le format. Nous, on a pris le format général. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça permet que des coureurs, par exemple, qui n'ont jamais participé, le cas de Tony McCann, elle aurait sa cotation qui est la meilleure athlète sur la CCC. C'est pas le cas sur 100 miles. Donc, bon, voilà, ça vous permettra de voir une liste qui est un peu classée différemment par rapport à ce que vous avez sur le site UTMB. Ouais. Et du coup, alors moi sur l'OCC, chez les femmes, j'ai souhaité prendre Clémentine Geoffrey, notre championne d'Europe de trail, notre championne du monde de trail court 2023. Moi, je crois beaucoup en Clémentine cette année sur l'OCC. Je pense, bah, là, forcément la plus grande chance française de victoire. Je pense que les autres françaises vont être un petit peu loin sur cette course-là. Donc moi, je la vois au-delà d'en faire ma favorite française. Je la vois vraiment gagner la course. Et puis Clémentine, c'est une chouette fille qui est toujours souriante, qui est toujours chouette à suivre. Et elle reste notamment sur un résultat. Là, elle a fait une course de préparation à Courchevel. Ça a ressorti un sacré chrono sur un format qui faisait 35 bornes, je crois, à peu près. 33. 33, ouais. Qui finit seulement à 13 minutes de la gagne. Donc, la course qui était remportée par Johan Serre. Donc, elle fait troisième au scratch. Donc, ça veut dire qu'elle est très, très en forme. Et si elle a la même forme qu'elle a eue aux Europes, je pense elle peut clairement gagner la course. Et puis, chez les hommes, j'ai fait un peu de corporatisme. J'ai pris le Benjamin Roubiol, qui est au Team Silas Matrix. Moi, j'ai vraiment très, très, très envie de le voir gagner la course. Alors, j'ai un peu des doutes sur le fait qu'il le fasse cette année. En tout cas, cette année, il a décidé de repasser sur des formats un peu plus courts. On l'avait vu partir sur des formats plus de 100 km. Cette année, il fait une saison uniquement axée sur le format court, on va dire jusqu'à 5-6 heures. Donc j'ai vraiment envie de le voir remporter cette course et je pense que actuellement c'est le seul Français capable de gagner l'OCC, la CCC et l'UTMB. Donc s'il gagnait l'OCC l'année prochaine, petite CCC l'OCC cette année, petite CCC l'année prochaine et l'UTMB dans 2 ans, je signe. Est-ce que tu sais quel autre Français a déjà Mais pas au réalisé ce. premier, pas au Oui, premier mais essai comme. il ose Pas, vraiment me poser cette question? Non mais attends, il me prend pour qui? pas C'est au Xavier premier essai Thévenard. comme Xavier Thévenard, par contre, Ouais, parce qu'il a déjà ouais, Non, fait voilà, la. Comme Nico le dit, la différence de Xavier, il les a toutes gagnées pour ses premières participations, ce qui est assez incroyable. Ouais, mais d'ailleurs, enfin, à une époque où je pense qu'aujourd'hui, Xavier, ça serait compliqué pour lui, avec la densité d'aujourd'hui, de gagner les 3 courses, Et notamment le. notre, Oui, oui, c'est sûr. Évidemment. Est-ce que le manager de Shenak nous a sélectionné uniquement les athlètes de son team ou est-ce qu'il nous a ouvert un pas du petit peu tout. les portes? C'est sûr, Pas du tout. c'est sûr. Allez, Non, pas du présente-nous tes favoris ou tes coups de cœur.
Par contre, peut-être qu'il y a des prospects, on ne sait pas. Non, en fait, pour les femmes, du coup, j'ai pris. Moi, ça va être assez simple pour les femmes, mais c'est la favorite sur le classement, il me semble. C'est Judith Wider. Donc, ça va dépendre du coup Alors, de. Attention, videur. attention, il y a des gens qui nous écoutent qui sont assez pointilleux et on nous a fait remarquer que Judith Wider ne s'appelait pas comme ça, donc elle vient de. C'est une Suisse allemande et du coup, le W en allemand se dit V et le Vi- Y se dit I, donc il faut dire Judith Wider. Ah, mais toi, c'est pas D'accord. Mathieu Delpech, c'est Non? Delpech. Non, oui. Alors, Judith Wider, du coup, ça dépendra quand même de comment elle se remet de ce DNF à Cerzinal. Mais ouais, c'est la favorite du coup par rapport à la cotation et à l'index UTMB. Elle connaît, après son marathon du Mont Blanc qu'elle a remporté cette année, du coup, elle connaît parfaitement la fin du parcours, que ce soit la montée de la Flégère et également la descente. Et je pense que du coup, ça peut quand même être un très gros finish de sa part, vu ses qualités de descendeuse sur cette partie finale. Et au-delà de ça, pour Judith, du coup, c'est sa première course sur l'UTMB Mont-Blanc. Donc, ça se trouve, il y aura peut-être un petit supplément d'âme, une envie de faire une belle première à Chamonix. Donc voilà, moi, sur le côté féminin, c'était Judith. Et après, sur le côté masculin, euh, je- pour la gagne, je pense que ça sera un peu juste, mais j'avais envie de parler de Ryunozuki Omi. Donc, c'est un jeune japonais de 23 ans qui est au team Terex jusqu'à la fin de l'année. Après, pour l'anecdote, il va changer de team. C'est une team que vous connaissez tous et ça va faire du bruit, mais j'ai pas vraiment le droit d'en parler pour l'instant. On vous utilise fort ici. Pour Il est chez l'anecdote, NAC ou pas? Il est chez NAC? non, pas encore. Euh, Pour l'anecdote, au Japon, il est surnommé l'étoile du trail. Et donc voilà, cette année, il a quand même vraiment performé sur des courses plutôt entre 1 et 3 heures. Il a quand même fait une cotation à 899 ITRA et 897 UTMB Index au Japon fin mars sur une course de 30K avec 2000 mètres de dénivelé. Il Donc était voilà. pas sur la manche des Golden? Sur quelle manche? Sur la manche japonaise? Si, si, il y était. J'ai Ouais, plus il me son semble. classement en tête, mais il était sur la Je manche crois des qu'il avait fait Golden. un top 10, je dirais autour du 8, mais. Ouais, c'est ça. Et après, là, il a quand même aussi pas mal axé sa saison sur les manches de skyrunning. Donc, à voir ce que ça va te donner sur un format un peu plus long. Mais en tout cas, voilà, profil intéressant et je pense que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Il a quel âge? Il a 23 ans. 23. Nicolas Martin, je crois que tu nous as sélectionné un petit duo franco-français. Parle-nous de tes coups de cœur sur cette OCC. Ouais, tout à fait. Après une édition 2023 où aucun Français, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, n'est rentré dans le top 5 avec Anthony Felbert qui était septième et je crois pareil pour Candice Fertin. On espère donc des top 5 cette année au moins, voire des podiums. Donc du coup, bah, j'ai commencé, parce qu'Alex, il n'est pas corporatiste, il n'a pas parlé de la meilleure chance chez les féminines du team, du coup, pas de l'académie. Donc Lucille Germain qui a fait très très grosse performance sur une durée à peu près similaire d'efforts du côté de Madère. Alors, ils ont fait un très beau stage à Tignes pendant 4 semaines, non, si je dis pas de bêtises, Alex. Trois Un long semaines stage pour la majorité, une semaine de rab pour deux, trois athlètes. Ouais. qui, du coup, elle a fait une course à la sortie du stage qui n'a pas été hyper brillante du côté de Méribel, mais bon, il reste du temps d'ici la course. Donc voilà, j'ai hâte de voir Lucie sur ce parcours où je pense qu'elle va trouver un terrain à sa convenance. Après, bien sûr, déjà faire un top 10 sera une très très belle performance vu la densité de la course, mais voilà, c'est quand même une des Françaises qui monte et donc, voilà, j'espère qu'elle fera une très belle course. Donc j'ai choisi aussi deux coureurs qui étaient de 1998. Donc et le deuxième, bah c'est un petit coup de cœur pour Sylvain Cachard qui va mettre son premier dossard, je pense au-delà de 4 heures de course si je dis pas de bêtises. Alors même s'il a déjà fait du raid sur 24 heures, donc il connaît les efforts longs. Ouais, quand tu entraînes les gens, tu connais un petit peu leur data. Il a les jambes pour jouer devant. Est-ce qu'il aura les jambes pour jouer devant pendant 5 heures? Ça, c'est toute la question. Mais moi, je le vois capable de faire une belle course. En plus, il a réussi Cerdinal. Il y va sans pression. Il sera détendu. Moi, je le mets sur le podium. Peut-être qu'il gagnera pas cette année, mais je pense qu'il peut faire une très belle course. Il est intelligent. On a travaillé, on a discuté sur le pace de la course et tout. Donc, je pense qu'il va nous sortir une belle course.
Et je le mets premier français devant Benjamin Robiol. Allez, à mon tour, je vous ai sélectionné un petit peu deux profils aux antipodes. Je commence par Adeline Martin, donc un profil qui manque vraiment beaucoup de médiatisation en France, mais qui fait quand même, qui pour rappel a quand même fait troisième aux France et troisième aux Europes cette année. Donc elle est encore très très en forme du haut de ses 40 ans. Donc elle a 778 de cotation ITRA et 753 sur UTMB. Une petite différence qui s'explique en fait par son double profil sur ITRA parce qu'en fait, avant, elle s'appelait Adeline Roche et maintenant, elle a changé de nom. Elle s'est mariée, si je ne me trompe pas. Maintenant, elle s'appelle désormais Adeline Martin et en fait, elle n'a pas pris le temps de lier ces deux profils. Je pense que c'est pas une de ses priorités dans la vie. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle est quand même très, très en forme en cette fin d'été puisqu'elle vient de remporter le 25 km du trail de Méribel. Donc, devant ni moins que Amandine Ferrato, qui est quand même très en forme cette saison, et donc Lucie Germain, comme Nico vous l'a dit. Elle a fait un chrono de 2h57, qu'il aurait classé quatrième au championnat de France en 2019. Une édition qui était très relevée en 2019, puisqu'il y avait une sélection qui était en jeu pour aller faire les championnats du monde de course en montagne longue distance en Patagonie. Donc, cette comparaison, elle reste valable sous condition d'un parcours similaire que j'ai malheureusement pas pris le temps de vérifier. Mais donc voilà, là, elle est quand même sur une belle lancée et je pense qu'on pourra la voir dans un top 10, voire dans un top 5 si elle a une très grande journée. Et pour finir la petite anecdote, je vous demande, les gars, est-ce que vous avez une idée? Faites un petit pronostic sur le nombre d'abonnés d'Anneline Martin sur Instagram. Déjà, elle a un compte. Ouais, moins de 1000, Putain, j'avais été 450. voir une fois, je me rappelle plus. Allez, 600. Alex, un nombre? Moi, j'ai dit 450, hein. Ah non, Ok. putain, j'allais dire 400 quelque chose. Bah vas-y, 350. Louis, 603. t'as dit combien? 603? Ouais. Et c'est 589, vraiment pas loin. Oh, putain, je Donc suis plus voilà, proche. bien en dessous de sa cotation ITRA. Donc on va voir si une perf à l'OCC lui permettra, enfin aura une influence, permettra, c'est peut-être pas le bon terme puisque je suppose que c'est pas ce qu'elle recherche, mais on verra si ça aura une influence sur sa médiatisation. Donc voilà, une profil qu'on voit pas beaucoup, mais qui court quand même très très bien. Et ensuite, aux antipodes de ça, je vais vous parler de Jessuren Small. Donc je sais pas si vous connaissez, j'ai choisi son profil parce que c'est un collègue YouTuber, il a aussi une petite chaîne YouTube, donc c'est un Américain de 26 ans. Et il a fait son apparition vraiment sur la scène internationale, on ne le connaissait pas trop ici l'an dernier, avec une surprenante cinquième place à l'OCC, donc il court pour Adidas Terex. Et là, c'est 895 by UTMB, donc il frôle les 900. Et il a le profil classique et ben, en fait, d'athlète qui vient d'une équipe universitaire états-unienne et qui a fait beaucoup d'athlètes et de cross. Mais son équipe avait quand même une particularité puisque ils avaient un groupe qui aimait aussi beaucoup le trail. Et en fait, il a fait des cours de trail déjà depuis 2015. Donc, du haut de ses 15 ans, il faisait déjà des courses sur les sentiers. Donc, c'est assez. Non, c'est plutôt 17 ans. Le calcul était mauvais. Donc, voilà un petit peu ce qui le différencie des autres. Et j'avais écouté un petit peu un podcast qu'il avait fait avec Dylan Bowman l'an dernier après sa cinquième place à l'OCC. C'était assez intéressant de voir un profil états-unien qui vient pas exactement du moule comme les autres. Et cette année, quand même, l'effet d'arme marquant, il est quand même relativement en forme puisqu'il a quand même fait quatrième à la Transvulcania, donc qui est une perf remarquable. Et il vient aussi de remporter le Lager by UTMB sur le format 50 km. Donc il est bien en forme. Et là, il est à Chamonix dans le Chalet Terex depuis le 22 juillet. Il profite bien des trails de la vallée. Il vient de nous poser 2 semaines à 170 et 160 km par semaine. Après, ça reste raisonné parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. C'est autour de 7000 et autour de 7000 mètres par semaine. Donc, il fait aussi pas de sport croisé, donc autour de 16 heures d'entraînement. Ça me semble être une dose pas si mal pour arriver en forme à la fin du mois. Donc, à suivre le jeune Jay Shuren Small. Et puis, si vous aimez les vlogs, bon, c'est pas très monté, c'est un petit peu à l'arrache, mais c'est assez rigolo. Donc, il fait parfois des vlogs un petit peu avec T-Rex et tout. Si vous êtes curieux de voir comment ça se passe dans cette équipe, eh ben, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. C'est assez intéressant. Donc voilà ma petite reco. Bon, vous le voyez pas, mais voilà, je viens de craquer, je viens de prendre l'abonnement Zoom. Donc merci au soutien du KissKissBankBank qui me permettent de payer l'abonnement Zoom parce que là, jusqu'à maintenant, on faisait que les enregistrements de 40 minutes que je collais les uns après les autres et j'en ai marre de faire ces petits montages. Donc voilà, on peut continuer. On passe maintenant à l'étape au cran supérieur en termes de distance. La CCC, Alex, qui c'est que tu nous as sélectionné? Ouais, alors moi, je vais vous parler d'un profil qui, je pense, assez méconnu dans le monde du trail. C'est Anne-Cécile Thévenot. C'est une coureuse qui a fait troisième de la Maxi Race du 90 km cette année. C'est une coureuse qui fait toujours de très bons résultats,
qui a des belles perfs à son actif, qui a notamment gagné le marathon d'Écosse l'an passé devant Luis Penoa et qui a aussi fini cinquième de la Saint-Élion sur le 78 km l'an passé. Et pour la petite anecdote, on parlait des caméras runner tout à l'heure. En fait, c'est une athlète que j'avais rencontrée lors de l'Urban Trail de Lyon, qu'elle avait remporté. Et à l'époque, j'avais eu l'opportunité de faire caméra runner sur cette course-là avec TV8 Mont Blanc. Et je l'avais filmée sur la fin de course. Et en fait, elle était plutôt détendue parce qu'elle avait de l'avance. Et du coup, tout en la filmant, on avait pu discuter les derniers kilomètres. Donc, c'était très intéressant. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est son premier 100 km. Donc, on va voir si elle tient la distance. Mais je pense que c'est une coureuse qui peut rentrer dans les, allez, on va dire dans les 20. Et puis, sur une très grosse course, dans les 15 ou dans les 10. Et puis, chez les messieurs, bon, bah là, c'est quelqu'un qu'on ne présente plus, l'américain Hayden Knox. Personnellement, je rêve de le voir démonter la concurrence et claquer un énorme chrono sur la CCC, faire moins de 10 heures, potentiellement battre le record de Peter Engdahl. Ça serait fabuleux. J'aime beaucoup ce coureur-là. Depuis quelques mois, c'est un peu plus rassurant au niveau de son état de forme. On sait qu'il a eu quand même des années assez irrégulières. Il reste sur une western où il a terminé troisième en 14h24, donc c'est stratosphérique, donc ça veut dire qu'il est très en forme. Et pour parler un petit peu de ses expériences différentes expériences sur l'UTMB, il avait fait cinquième de l'OCC en 2021, il avait fait DNF sur la TDS en 2018 et DNF sur l'UTMB en 2019. Donc Chamonix, on peut dire que ça lui a jamais trop réussi, surtout sur les Il a formats longs. gagné la CCC, gars, hein, en Ouais, 2017. j'ai oublié ça. 2017, il me Ouais. semblait bien quand même. Ouais, mais Devant qui? En 2017, l'UTMB, il a pris toute la place. Devant qui? Non, Euh, je 3, perds toute ma c'était crédibilité. Ludo. Et je me rappelle plus Ouais. du 2. Tom, non? Peut-être, non? Non, Tom, il est. Tim Tollefson. Non. Non, Tim Tollefson, il a fait Ah, 3 de l'UTMB cette année-là. Bref. ouais, il était Non, en sur, 2018, il fait 3, Tollefson, le UTMB. non, Deux fois de suite. Tollefson, il était sur l'UTMB, le Big UTMB quoi, en 2017. Sûr. Ah ouais. Putain, je perds toute ma crédibilité, bordel. Bon, mais stop, allez, Ben stop, on arrête voilà. là. Du Next. coup, j'espère qu'il va la regagner cette année, du coup. Ça, par contre, je savais pas que Hayden Hawks avait fait la TDS. Si, DNF, 2018. Allez, Ok. Louis, qui c'est que tu nous as sélectionné? Du coup, moi, pour la CCC, côté féminin, Rosanna Buschauer. Donc, c'est nos petites protégées avec Alex Pour le et coup, c'est Matt. une athlète, NAC. Et oui, et oui, et oui. Là, les deux de la CCC sont des athlètes NAC. Du coup, Rosanna, elle revient d'une période un peu compliquée avec des blessures en début de saison, fin de saison dernière et début de saison. Et là, elle est quand même bien revenue avec une victoire sur le Lavaredo, qui est quand même où, une des courses les préférées des coureurs pour se préparer pour l'UTMB. Donc, il n'y avait pas énormément d'adversité, on est d'accord, de densité sur le côté féminin sur cette course. Mais par contre, son chrono, il est quand même très long parce qu'elle finit la course cette année en 14h09. Et pour vous donner un peu une idée sur les autres années, elle met 48 minutes à la victoire de Fiona Porte en 2023 et 43 minutes à la victoire de Mimi Kotka en 2022. Donc voilà, son chrono, il était quand même vraiment solide cette année. Après ça, elle est retournée à Innsbruck. À côté de notre cher Mathieu et je pense que elle a fait toute sa prépa au calme. Elle a gagné une course en Autriche de 57 km avec 3500 mètres de dénivelé le 27 juillet. Donc voilà, elle est très en forme. C'est son frère qui fait son crew et qui l'accompagne sur toutes ses courses. Et ils s'entendent vraiment bien. Il y a une très grosse relation entre les deux. Donc voilà, elle est vraiment confiante. Et c'est un peu moi. Je sais pas si elle va réussir à tenir Tony parce que Tony est quand même vraiment rapide. Mais sur la durée, je pense que Rosanna peut être très forte. Et ensuite, côté masculin, j'ai pris Antoine Thiria. Thiria, je pense que c'est un peu la grosse cote de cette CCC. S'il surfe un peu sur les deux perfs qu'il a déjà fait cette saison. Donc, il a déjà fait quand même 9e à Transvulcania en début de saison, en jouant avec les meilleurs mondiaux une bonne partie de la course au début. Il y a même des photos que vous pouvez trouver sur les réseaux où il est devant les Dimitri Mitaev, les Tom Evans, etc. Donc c'est quand même assez sympa. Et ensuite, là, récemment, à la 6000D, où
il fait quand même une course vraiment impressionnante. Après, il a eu un DNF sur le 90 km du Mont Blanc lié à une petite douleur à la cheville. Mais bon, voilà, il a su passer après à la 6 ça s'est quand même vraiment bien passé. Et il m'a confié que ces formats entre 7 et 10 heures, c'était quand même vraiment un format qui semblait lui correspondre et il adorait ça. Dans la vie, en ce moment, il semble quand même bien heureux aussi, assez stable. Donc, si les planètes s'alignent, peut-être que ça peut bien marcher pour Antoine. L'amour. C'est ça. Nico, Eh ben moi du coup j'ai pas joué de français, un duo un peu aux antipodes au niveau géographique puisque du côté des filles Sylviane Otskar, la lauréate de Zegama cette année, qui sera pas sur sa première expérience sur ce format-là puisqu'elle a gagné Coolmanen l'année passée, mais ce sera pas du tout le même profil. Bon, est-ce qu'elle jouera tout devant? Je sais pas, mais je suis curieux de voir si elle va passer le cap sur cette distance. Elle a fait huitième au scratch à Coolmanen l'année dernière sur une course très roulante. Là, on est sur quelque chose de différent. Elle est plus habituée des formats maratrail. Là, c'est plus du double en temps d'effort, voire le triple pour les féminines. Donc voilà, à voir ce qu'elle va faire, mais voilà, c'est toujours intéressant de suivre les athlètes qui ont brillé dans la saison pour voir s'ils arrivent à transporter ce pic de forme sur le week-end un petit peu référence du monde du trail du côté de Chamonix fin août. Et chez les hommes, j'ai joué l'un des deux Jones du top 10 en index UTMB de cette CCC. Donc peut-être pas le plus connu, mais Daniel Jones qui est néo-zélandais, même s'il commence à marquer petit à petit le monde du trail avec des belles performances. Il reste sur une belle western, terminée à la quatrième place en 14h32, donc ce qui est quand même un excellent chrono. Voilà, je suis curieux de voir ce qu'il va faire. Je pense que les gens qui passent bien sur la western, à mon avis, vu la durée de l'effort de la CCC, souvent passent pas mal aussi sur la CCC. On est finalement plus proche d'une CCC que d'un UTMB quand on fait une western. Donc voilà, je pense que ça va être un des animateurs en tout cas de la course. Après, on sait qu'aujourd'hui, avec les allures où ça va, faut faire partie des survivants pour rejoindre la ligne d'arrivée en bon état. Et bon, après, mon favori, c'était Mathieu Delpech, mais vu que c'est notre podcast, on va pas parler de lui direct, quoi. allez, à mon Il s'est tour. mis lui-même dans ses favoris, donc y a pas on va pas le citer nous, hein. T'as dit quoi? J'ai dit que tu t'es mis toi-même Bien dans la liste. évidemment, je vais vous présenter donc un jeune coureur qui arrive sur la scène, là, un éternel espoir du trail français, Mathieu Delpech. Éternel, hein. Allez, Tony McCann, la Sud-Africaine, tête de liste numéro un, donc plus de cotation ITRA, plus de 800 en cotation. Donc là, ça rigole pas, messieurs, attention. Donc elle a vraiment explosé sur la scène internationale l'an dernier avec une victoire à l'OCC. Après avoir fait une 14e place en 2022, puis une 5e place en 2023, elle a mis la balle au fond. Elle a mis la... Bah, du coup, j'ai inversé. C'était en 2021, elle avait fait 14e. On est en 2024 là. Du coup, Oui, non, du coup c'est bon. 14e place en 2020. Mais non. En 2023, première. En 2022, cinquième. Et 14e en 2021. Donc, une belle progression. Et donc là, elle a décidé qu'elle avait fait le tour sur ce format et qu'il était temps de passer à l'étape supérieure. Donc, elle devait se tester sur la Transvulcania pour augmenter un petit peu la distance sur Transvulcania qui est 70 et quelques kilomètres. Mais en fait, elle a appris de ses erreurs de 2023 où, en fait, après la Transvulcania où elle avait gagné le format marathon, elle avait fait une fracture de fatigue en fait pendant la course. Ensuite, elle a fait une chute à vélo en juin. Donc, elle a fait une prépa au CC sur le home trainer et puis très rapide et express à la fin, ça avait bien marché. Mais elle a quand même appris de ses erreurs et elle a pris le départ de pas faire, elle a pris le choix elle a fait le choix de ne pas prendre le départ sur cette Transvulcania elle se sentait pas à 100% en ce début d'année pour aller sur un premier format long. Donc, ça va être son coup d'essai sur un format aussi long. Est-ce qu'elle va pouvoir passer le cap des 100 km alors que jusqu'à maintenant, sa distance maximale, c'était l'OCC l'an dernier avec 56 km. Donc, à suivre. Cette année, elle a fait sa rentrée aux States, en fait, en remportant la Broken Arrow sur 42 km, qui est une course très relevée aux États-Unis, comme on l'a déjà dit avant dans le podcast. Et puis, elle a remporté très récemment le Trail de la Tuile avec une belle quatrième place au scratch. Donc, la forme semble être pas mal. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout des 100 km? On va suivre ça avec attention. Je Et sais pas chez les si vous messieurs, avez j'ai pris un des autres grandissimes. Vous voulez compléter? Je sais pas si vous avez suivi son annonce de participation à la CCC, mais c'était assez drôle parce qu'en fait, elle avait fait une interview à Broken Arrow où elle le disait qu'elle allait courir à la CCC.
un peu en mode breaking news. Sauf que personne n'a retenu cette annonce. Et du coup, elle a fait un réel sur son Instagram il y a une semaine en remettant cette interview et en disant, bon, bah, apparemment, beaucoup de monde sont passés à côté de ça, mais je vais bien participer à la CCC. Donc, elle sera bien là. Et est-ce que ça va aller au bout? On se pose la question, mais en tout cas, on attend ça avec impatience. Et puis, chez les messieurs, donc, j'ai aussi sélectionné un des coureurs, un des plus grands favoris, donc Manuel Merias. Donc, coureur assez médiatique désormais. Il avait fait un début de carrière très en retrait des médias sociaux qui lui correspondaient pas trop, mais en fait, je pense qu'il s'est rendu compte du potentiel que tout ça pouvait avoir. Et en fait, ça marche désormais bah, très bien. Mais il a plus de 100 000 abonnés, donc communiquer en espagnol, c'est quand même pas mal. Et je pense que ce qui marche très bien chez lui, c'est son côté un petit peu grande gueule et authentique. Et puis des aventures incroyables avec son chien. On sait tous qu'il aime vraiment les courses très techniques et puis les courses en montagne, engagées. Donc là, il vient sur un terrain qui n'est pas forcément favorable pour lui. Donc on pourrait aussi peut-être penser à première vue que c'est un petit peu long pour lui puisqu'il fait des formats habituellement plus courts en skyrunning et puis un petit peu en golden. Mais ça serait quand même oublier que c'est quand même un des hommes qui s'entraîne le plus au monde, qui passe le plus de temps dehors en montagne au monde. Et il publie des carnets d'entraînement qui sont quand même hallucinants avec plus de 1200 heures à l'année. Donc c'est vraiment un animal. Et donc là, il sera bien là cette année, probablement intéressé aussi par le fight et peut-être un petit peu poussé par son nouveau sponsor New Balance pour la médiatisation qui est quand même très très présente sur la course. Et donc en ce moment, comme d'habitude, il fait son pèlerinage annuel d'alpinisme alpin en taclant des records ou en posant des temps de référence sur des sommets, toujours avec des vitesses hallucinantes et en mode fast and light, juste une paire de bambous, une paire de chaussures et puis parfois son chien qui le suit. Donc ces derniers faits d'armes, nouveau record au Mont Viso, puis il a posé aussi un temps de référence au Castor qui est un sommet à plus de 4200 mètres. Donc ça court très très vite, c'est 922 de cotation UTMB, ces quatre dernières courses, il a coté à plus de 900. Une cinquième place à Zegama cette année. S'il arrive à gérer sa course et sa nutrition, il sera quand même redoutable sur cette CCC. Place maintenant à la course reine, à l'UTMB. Franchement, c'est un peu le championnat du monde d'ultra trail. Donc, encore une fois, ça va pas rigoler. Qui c'est que vous nous avez sélectionné? Alex, à toi la parole. Alors moi j'ai pris, alors j'espère qu'elle nous écoute pas, mais j'ai pris la future vainqueur, Blandine Hirondelle. Ah. Euh, on l'avait vu terminer troisième l'an dernier pour sa première expérience sur 100 miles, avec un entraînement plutôt très compliqué, on va dire, puisqu'elle avait été blessée en début de saison. Elle avait dû abandonner les championnats du monde en juin, pareil pour une blessure au pied, si je me rappelle bien. Donc, elle avait eu pas un très gros volume d'entraînement pour faire l'UTMB. Je crois que sa plus longue sortie, alors j'ai plus en tête, elle me l'a dit pourtant, ça devait être entre 30, une petite quarantaine de kilomètres. Donc, voilà, et ça dépassait pas les 6-7 heures. Donc, Blandine, cette année, elle arrive avec une prépa qui est totalement différente. Peut-être avec une pression aussi différente, puisque en ayant fait troisième l'an dernier, c'est sûr qu'elle va être attendue par beaucoup de gens. Et on sait que mentalement, c'est ce qui peut pêcher un peu chez Blandine, cet aspect pression, surtout pression extérieure. Donc, moi, j'ai confiance en ses capacités à pouvoir claquer un énorme chrono. Et en l'absence de Courtenay et avec une Cathy qui, pour l'instant, alors on n'est pas sûr à 100% qu'elle prenne le départ, mais elle sera malgré tout, même si elle prend le départ un petit peu fatiguée, je pense, de sa western, je pense que Blandine peut être la Française qui peut enfin aller regagner l'UTMB. Chez les hommes? Et chez les hommes, mon idole, le coureur qui m'inspire le plus, on va dire, sur le plan sportif, Tom Evans. Ça serait magnifique s'il pouvait remporter la course et sortir un énorme chrono. Il s'était perdu l'an dernier à Courmayeur. On ne savait pas où il était passé. On était tous là à Courmayeur à se demander où est-ce que Tom était passé. En fait, il s'est perdu et ensuite il avait dû abandonner. Troisième en 2022 lorsque Kylian et Mathieu Blanchard s'étaient livrés une belle bataille devant. Donc, moi, je pense que ça peut être son année. Et voilà, je crois beaucoup en Tom Evans et j'espère qu'il sera devant. Pour l'anecdote pour Tom, si je peux compléter, l'année dernière, du coup, il s'était perdu, mais il avait surtout apparemment pris énormément de risques sur la première partie de course pour suivre la tête parce qu'il avait vraiment une stratégie je veux gagner, donc je veux prendre des risques. Et du coup, il est arrivé vraiment en mode de zombie complet à Courmayeur. En plus de s'être perdu, il avait fini à l'hôpital, etc. C'était quand même vraiment. Il était Mm. vraiment dans un sale état. Donc, euh, donc voilà. Et également, il est à Tignes en ce moment, du coup, pour préparer ça.
Il s'entraîne exclusivement tout seul, à part quelques séances qu'il partage avec sa copine quand c'est du bike. Mais il est vraiment focus que sur son entraînement. Pour l'anecdote, on a un groupe d'entraînement de tous les coureurs qui sont ici. Et il a quitté le groupe pour vraiment s'entraîner seul et avoir aucune idée de ce que font les autres. Et il a décidé de redescendre de Tignes le mercredi après-midi avant la course, donc vraiment au dernier moment, contrairement à l'année dernière où il était redescendu une dizaine de jours avant la course. Ouais, parce que c'est quelque chose qu'il fait tous les ans depuis quelques années, aller s'entraîner à Tignes l'été. C'est ça. Allez, Louis, tu peux enchaîner avec ta petite sélection. Du coup, moi, pour le côté féminin, j'ai également choisi la future vainqueur de l'UTMB. Il n'y en aura pas deux, hein. Enfin, peut-être si elles arrivent ex aequo, mais. Mais pour moi, c'est Ruth Croft. Donc, Ruth Croft, pour moi, c'est la favorite cette année pour l'UTMB. Elle reste sur 3 victoires consécutives. Cape Town, Tarawera, Transvulcania. Après la Transvulcania, elle décide vraiment de faire un focus que sur l'UTMB, contrairement à Katie, qui est pour moi sa plus grande rivale sur cette année, qui est allée à la Western. Donc, comme tu l'as dit, Alex, qui va arriver avec un peu de fatigue. Elle a décidé de faire donc ce focus UTMB. Maintenant, elle habite à Annecy, donc elle connaît vraiment bien toute la région. Elle commence à connaître bien tous les chemins qui vont être pris pendant la grande course. Et maintenant, elle est aussi à Tignes. Et pour l'avoir vue, elle est vraiment très en forme, très affûtée. Et tous ceux qui ont partagé des séances avec elle, que ce soit les coureurs masculins, ils ont tous dit que c'était quand même impressionnant son niveau de forme actuel. Ils sont tous impressionnés par comment elle court là depuis quelques semaines. Donc, hâte de voir aussi comment va se passer la course de route. Peut-être que c'est son année. Et Ruth, elle redescendra de Tignes pour le coup lundi prochain. Donc, elle attendra pas le dernier moment pour redescendre d'altitude. Côté masculin, du coup, j'ai choisi Dimitri Mitaev. Donc, j'ai pas énormément de données sur Dimitri, mais pour moi, c'est un de mes favoris parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais par contre, cette année, je trouve qu'il est vraiment impressionnant et serein. À la Transvulcania, il fait deuxième, du coup, avec main dans la main avec Tom Evans. Et il remporte le 90 du Mont Blanc. Il fait une démonstration 90 du Mont Blanc sans bâton. Franchement, impressionnant. Et au-delà de ça, c'est vraiment un mec qui est apprécié du peloton, il est super gentil. Donc je sais pas, je me dis qu'on n'en parle pas beaucoup, mais peut-être que c'est l'outsider qui peut créer une grosse surprise cette année. Et c'est pas Dimitri, c'est Dmitri. Il n'y a pas le Ouais, I. Dmitri, Dmitri. Et il Son va seul problème, dépenser c'est 30 000 kilocals sur la course. au moins Ouais. plus. Allez, Nico, à toi. Et donc, du coup, moi, j'ai le nouveau franco-français. Alors, chez les féminines, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, elle a été très médiatisée suite à son record du GR20 et on l'attend sur Chamonix. Sûrement, ça, peut-être c'est une de ses dernières grandes courses en tant qu'athlète, entre guillemets, pro. C'est Anise Rousset. Je sais qu'avec Adrien, ils ont beaucoup travaillé sur ses points faibles, notamment les parties roulantes qu'ils avaient constatées à la Hard Rock l'année dernière. Donc, je suis curieux de voir ce qu'elle va faire dans ce contexte d'adversité. C'est vrai que Nice, c'est un gros talent, mais c'est pas forcément une athlète qui a, je pense, la passion de la compétition à la base. Elle est, je pense, pas mal poussée par Adrien. C'est vrai qu'on la voit pas souvent, donc je suis curieux de voir ce qu'elle va faire. Je pense elle a des vraies qualités qui peuvent lui permettre de briller à Chamonix parce qu'elle a des vraies qualités sur le plat. C'est une excellente coureuse à plat. Bon, on sait qu'à Chamonix, ça court quand même vite hein, sur ce parcours qui est en plus très peu technique. Alors ça, je suis pas forcément sûr que ce soit à son avantage, mais voilà, on a vraiment une grosse course. On a tous cité des noms différents et beaucoup de très bons coureurs. Enfin, de très bonnes athlètes. Donc voilà, curieux de voir ce que va faire Anne-Lise cette année. Et puis un autre pour les hommes, alors, c'est sûrement quelqu'un qui est un peu, enfin qui est moins inconnu maintenant, mais qui il y a quelques mois aurait certainement pas été cité, que j'ai la chance aussi d'accompagner depuis le début de l'année, c'est Yannick Noël qui reste sur une excellente performance au Lavaredo où il a bluffé, je pense à peu près tout le monde avec sa troisième place. Bon, c'est vraiment pas un athlète professionnel, hein. On rappelle, il est boulanger, donc voilà, il a bien récupéré de son Lavaredo. Il a gagné le défi de la Muselle. Alors, j'aimerais dire qu'il a gagné devant Mathieu Blanchard, mais n'a pas pris des parts de la dernière étape. Mais voilà, il était en tête et il avait gagné certaines étapes. Donc voilà, super, super.
niveau pour Yannick. Et puis voilà, quand même, le fait d'avoir ce niveau-là en étant vraiment très loin d'être professionnel, c'est admirable. Voilà, je lui souhaite une belle course. J'espère qu'il sera pas trop mangé par la pression parce qu'il est un peu plus attendu. Mais c'est un animal, donc on espère qu'il nous fera une belle course sur ce tour. Tu Et peux est-ce dire. que son pain est aussi bon que son niveau en trail? Et j'ai pas goûté son pain. Alors l'autre jour, j'ai fait du pain, je lui ai envoyé, il m'a dit qu'il allait me donner quelques cours. Et Nico, tu peux dire qu'au défi de la muselle, il a gagné devant Dorian Louvet. C'est stylé aussi. C'est vrai, c'est vrai. Moins Non, stylé. Beaucoup c'est moins pas stylé, Dorian beaucoup qui a moins fait stylé, deux, beaucoup. c'est pas Edouard Diaz. C'est peut-être ouais, Edouard Diaz. Ouais. Mais par contre, Non, mais pour la c'était une course relevée, hein. et par rapport à Yannick aussi, pour le coup, Mathieu, donc Blanchard, m'a dit que si Yannick, si toutes les planètes s'alignaient pour Yannick, il le voyait vraiment dans le top 5. Ouais, ouais, non, mais il est monstrueux, monstrueux. Pour rappel, il m'avait mis la branlée l'an dernier à l'Ultra des Templiers, donc moi j'étais un peu moins surpris par sa victoire au Lavaredo quand j'ai vu. Enfin, en fait, je l'ai pas vu en fait l'an dernier à l'Ultra des Templiers, donc coureur très 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 rapide. Allez, j'enchaîne avec mes petites sélections. Donc, je vous ai aussi sélectionné la vainqueur féminine de l'UTMB 2024. Fuxiao Xiang. Trois mains Voilà. dans la main, ça serait incroyable. Voilà, tous main dans la main, beaucoup d'amour sur la ligne à Chamonix, Alors, un sprint à 3 dans la dernière ligne droite. bien Mais sûr. non, main dans Donc, la main. Fusa Oxiang, ben, elle est assez peu connue en Europe, puisqu'il y a beaucoup moins de focus qui est mis sur les athlètes hors Europe. On les retient un petit peu moins, puisqu'ils sont moins mis en avant, mais il faut savoir que c'est quand même une star en Chine. C'est vraiment une étoile en Chine. En fait, j'ai eu la chance de partager quelques kilomètres avec elle, parce qu'elle faisait leur reco UTMB avec le groupe Oka, et il y avait Ludo. Et puis en fait, elle s'est allée aux mêmes allures que nous avec deux autres filles, donc avec Hélène Faulkner, l'américaine, et puis il y avait aussi Esther Tilag, qui, si je ne me trompe pas, est roumaine, Hongroise. 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 Et donc là, ça allait quand même très très vite chez ces féminines. Et donc dans la montée au Grand Col Ferré, ben, Fusée Oxiang s'est arrêté faire des selfies avec un groupe de Chinois qui faisait le tour du rando, qui faisait le tour du Mont Blanc en rando et qui l'ont reconnu pour la petite anecdote. Et puis ça courait quand même extrêmement vite sur cette reco, beaucoup plus vite que l'allure de course féminine. Ça m'a vraiment marqué. Et on est allé en fait jusqu'à Champélac. Et la dernière montée à Champélac, je me suis dit, allez, je fais un petit peu de tempo sur fatigue, je monte cette bosse avec un bon mini-trot. Et puis, j'entendais derrière moi un bruit de respiration qui était très proche de mon cou. Et en fait, Fuda Oxiang ne m'a pas laissé prendre un seul mètre d'avance dans cette montée. Elle m'a vraiment collé au basque. Et c'était assez impressionnant puisqu'on avait déjà quand même 5 heures ou presque 4 heures et demie de sortie. Et elle était tout le temps devant, tout le temps à relancer. Donc, impressionnant. Ah ouais? Sur l'UTMB, elle a quand même fait 7e en 2022, 4e en 2023, donc elle connaît bien la course. Et donc 7-3, ça fait 4, et 4-3, ben, ça fait 1. Donc si elle continue sa progression, c'est possible qu'on la voit sur le devant du podium. Et cette année, elle a quand même fait deuxième de la Western States. Derrière Katie, aussi, on n'en a pas trop entendu parler, mais c'est quand même une vraie ogresse. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, elle a fait beaucoup, beaucoup de kilomètres en compétition. Elle a fait 12 courses. Donc, elle a fait 12 courses. Encore, ça, c'est les courses qui sont référencées sur UTMB. Il y en a peut-être eu d'autres. Elle a commencé en février par un 103 km. Ensuite, elle a fait un 100 km, un autre 100 km en février. Ensuite, en février, elle a fait une dernière course, un 55 km. Ensuite, elle nous a fait un 30 km, un 106 km, un 42 km, un 41 km. L'UTMB, 170 km. Elle a refait un 50 km. Enfin, un autre 100 km. Et puis, pour conclure la saison, je pense qu'elle manquait un petit peu de volume. Elle nous a refait un 130 km et un 50 km. Donc, ça, c'était l'an dernier. Mais cette année, elle a un petit peu levé le pied. Elle a fait que trois courses avant la Western. Donc peut-être qu'elle aura un petit peu plus de fraîcheur et qu'elle aura pu s'entraîner de façon un petit peu plus structurée avec un petit peu moins de courses. Profil à suivre, moi je la mets quand même au moins sur le podium. Et Matt, Bataille avec dans la Blandine l'an bosse. dernier, je crois, hein. Ouais, et c'est ce que je voulais dire. Énorme bataille avec Blandine, ça s'était tiré la bourre jusque la fin. J'ai plus l'écart en tête, mais ça avait bien bien tiré Blandine pour aller chercher la troisième place. Et Matt, dans la bosse pour aller à Champette, t'as quand même appuyé pour essayer de la lâcher ou Non, non, j'étais pas, j'étais juste en dessous autour du SV1, mais sur un bon rythme course, hein, quand même. J'étais en début de zone 3, donc après 4 heures et demie de course, c'est quand même un effort qui est pas négligeable. J'étais pas à bloc, mais j'étais quand même relativement intense, et je me suis dit, si je monte à cette allure à la course, ça sera déjà une très très belle allure. Et puis c'est marrant, et en fait, elle parle pas très bien anglais. Du coup, quand on est arrivé en haut, je lui ai dit good job, et elle était toute souriante et tout, en train de rigoler, alors que quand même, on s'était mis une bonne dose. Et pour info, elle a pris tous les coms féminins
dans le début de la montée. En fait, pas dans la montée, bien sûr, qui est la fin qui est équivalente à l'OCC, mais sur la montée, elle a pris les coms. Donc, ça on voit. À suivre. Et puis sur les hommes, je vous ai pris un profil qui, pour le coup, est beaucoup plus connu en France et en Europe. C'est Ludo Pomeré, donc, qui est là depuis. Il était là même là avant que le trail existe. Donc, Ludo Pomeré, du haut de ses 49 ans, il vient de sortir, puisque j'ai aussi partagé un petit bout de chemin avec lui, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Il vient de sortir d'une hard rock victorieuse où il a fait un niveau de performance stratosphérique et il a quand même assez peu temporisé, puisque la semaine d'après, il a fait 60 km, la semaine suivante, 120 km puis 170, et puis la semaine dernière, il nous a sorti un petit 230 km donc sur les chemins de l'UTMB, avec 30 heures de course à pied. Donc voilà, et apparemment, il a bien récupéré de sa hard rock, on dirait que ça va pas trop mal. Donc Ludo, qui a déjà gagné l'UTMB pour info en 2016, donc il sait ce que c'est. Et qui a déjà fait le doublé Hard Rock UTMB? Il n'y a que les deux légendes de notre sport qui l'ont déjà fait. Est-ce que Ludo va le faire? J'ai envie de dire quand même que la probabilité est assez basse, mais Imagine. pour le faire, il faut déjà regagner la Hard Rock et du coup, il a déjà fait la première étape. Pour rappel, ceux qui l'ont déjà fait, bien sûr, c'est Le Goth Kylian Jornet et puis bien sûr Courtney de Walter chez les féminines. Si je ne me trompe pas, Nicolas Martin, il y a bien que ces deux athlètes qui ont déjà Non, il y fait a François en 2021 aussi. Ah ben voilà, François, donc voilà, j'ai envie de dire les trois plus grands athlètes peut-être de nos sports donc François, enfin de l'ultra en tout cas, pas du trail en Mais général, mais c'est en tout très cas. dur, hein. François avait dit que il m'avait dit après la course cette année-là en 2021 qu'il avait gagné parce qu'il avait une énorme expérience et qu'il était fatigué dès le début et que c'est vraiment son expérience de l'UTMB qui avait fait qu'il y avait cru et c'était un tout petit peu moins quand même relevé. Je trouve que depuis 2022-2023, c'est encore passé un cap. Aujourd'hui, franchement, sans s'avancer, je pense que si tu cours pas sous les 20 heures, tu peux pas gagner l'UTMB parce qu'il y a au moins un ou deux athlètes qui iront courir sous les 20 heures. Eh bien, on verra ça Imagine dans s'il gagne. quelques semaines. La dinguerie s'il gagne. Ouais, mais il faut Ah, y il gagnera croire. pas. Il faut y Non, mais j'y croire. crois pas énormément, mais ça serait quand même incroyable. On Ouais. n'a quand même pas parlé de celui qui tient la couronne et qui a peut-être trouvé les solutions. Jim, qui sera quand même le grand favori, à mon avis. Mais je pense qu'il y a assez de Non. monde qui va parler de lui, donc on peut laisser ça aux Ouais, autres ouais, médias ouais. Ouais. mainstream qui se focus Non, que mais sur. on n'en a pas parlé, du coup, on dit quand même Oui, on qu'il est au l'oublie pas départ, quand quoi. même. On On l'oublie va pas pas quand parler de tout le même. monde. Mais d'ailleurs, Jim, son état de forme est un peu moyen, moyen. Merci pour de tes infos, Alex. Dis-nous tout. Ça, ça, c'est de l'info. Développe. Et puis on se retrouve peut-être, si on a le temps, pour faire un prochain podcast pendant la semaine UTMB pour analyser en fin de semaine les dingueries qui se seront passées. Et La puis troisième place féminine de Mathieu Delpech. voilà, Non, voilà, surtout, exactement. non, non, on veut tous vous voir vendredi 30 août au bord du sentier pour encourager Mathieu Delpech, surtout à partir du col de la Forclaz, parce que c'est là que ça commencera à devenir dur et qu'il aura besoin d'être poussé par tous les YouTubex, tous ceux qui Allez. suivent le YouTubex Du coup, on podcast. charge, Enfin, on non, charge pas Nico podcast, Martin mais. d'organiser une fan zone au nom de Mathieu Delpech au col de la Ouais, je crois Forclaz. qu'il est temps de conclure l'épisode là. Ça part en cacahuète. Si vous êtes encore là, franchement, bravo, respect, parce que C'est là, bonus. c'est C'est bonus. laborieux. Mais on vous propose, comme d'habitude, de finir l'épisode sur les petits coups de cœur, une petite recommandation rapide. Donc, j'ai failli oublier, mais Alex apparemment a fait un gros coup de cœur. Il veut nous présenter le sien. À toi l'honneur. Non, du coup, moi, c'est un mi-coup de cœur, mi-coup de gueule. Je vais reparler un peu de Cerzinal, c'est envers Michael Gras, donc le champion de France de cross, qui est venu s'essayer à Cerzinal cette année sans prépa spécifique et qui pensait, comme il l'a dit dans son post Instagram, qu'avec ses acquis de marathonien et de crossman, ça passerait pour jouer devant. Je trouve ça hallucinant d'encore penser ça aujourd'hui et de penser que le trail, parce qu'on est très fort sur route et sur cross, on va arriver sur le trail et on va être devant. Et du coup, la petite métaphore, c'est comme si demain, tu as un athlète qui avait coté 900 ITRA, qui allait faire un marathon sur route, sans prépa spécifique pour la route, qui finit en 2h30 à la fin, qui passe la ligne et qui dit putain, c'est bizarre, je pensais que j'allais faire 2h12. Bah non, le sport, ça se passe pas comme ça. Le trail, c'est un vrai sport, une discipline avec toutes ses spécificités, comme on le sait. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage d'être venu avec cet esprit-là, mais il a bien dit qu'il reviendrait pour Oui, cette c'est beau de fois-ci. reconnaître qu'il s'est trompé et que Ouais, c'était pas si facile que ça, par contre. exactement. Donc il y a le positif, c'est que c'est cool de voir un mec comme ça venir sur Zinal et de se dire qu'il reviendra avec une vraie prépa. Allez, Louis, t'as un petit coup de cœur à nous partager?
Pour moi, le petit coup de cœur, c'est un documentaire YouTube sur la TRX Family, sur toute l'aventure des athlètes d'Adidas TRX dans leur quête de la Western State. Donc, c'est un long reportage qui est disponible directement sur YouTube et qui retrace en fait toute la, toute l'année des athlètes Adidas jusqu'à la Western. C'est vraiment cool, c'est vraiment immersif. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce doc. Nico, est-ce que tu nous as fait une petite sélection? J'avais pas fait une petite sélection, mais pour ceux qui voyagent en ce moment, qui sont en vacances, je vous invite à venir découvrir les hauts plateaux du Vercors. Je suis retourné le week-end dernier, c'est toujours aussi beau. On est tout le temps en train de vouloir aller loin de chez soi. Voilà, d'aller découvrir le pas de l'Aiguille, le Mont Aiguille. Je vous invite si au cours de l'automne, c'est un peu moins en altitude que les hautes montagnes, donc ça permet d'être exploré un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, d'aller dans le sud Isère et entre Vercors et Trièves. Allez, de mon côté, je vous parle d'un petit podcast. Donc, par contre, il faut parler anglais pour l'écouter. C'est l'interview de Jonathan Albon par Francesco Pupi dans son podcast Vert Run. Et donc, c'est assez passionnant parce qu'il livre beaucoup d'informations sur ses entraînements. Et aussi, on voit que c'est vraiment un passionné aussi de l'entraînement. Il a développé des algorithmes en fait pour quantifier un petit peu son stress physiologique, donc en fonction des zones, du temps qu'il passe dans chaque zone. Mais aussi, en fait, il a développé un deuxième algorithme pour quantifier plus précisément son stress mécanique en fonction des pentes et du dénivelé négatif. Donc, en fonction de plus c'est pentu et plus il y a de dénivelé négatif. Donc, ce qui permet, en fait, en vélo, on se focus un petit peu. Les modèles qu'on a, c'est beaucoup basé sur le physio, les watts. Mais entre elles, il y a la composante mécanique et ça, John Albon l'a bien compris et il a développé tout un algorithme là-dessus. Il parle de ça. Il parle aussi un petit peu des dessous de l'entraînement à Romsdalen avec Kilian et Peter Engdahl et que malgré que ce soit des athlètes très expérimentés, il y a quand même un petit concours de kékette là-bas et quand ils vont avec Kilian, pour lui, c'est pas une séance anodine et même si c'est de la zone 2 pour Kilian, souvent ça a tendance à déraper un petit peu. Donc on voit que les meilleurs athlètes du monde restent aussi un petit peu joueurs là-dessus et ne sont pas forcément les plus, on va dire, concentré et respectueux des zones. Donc ça, c'est quelque chose aussi, le plaisir marche bien, il explique. Et c'est quelque chose que Nicolas Martin connaît bien aussi, le non-respect des zones, parce que il est très joueur dans les stages d'entraînement, donc je vous déconseille d'aller en stage avec lui. Mais voilà, pour revenir sur ce podcast, c'est vraiment un bon moment. Il parle aussi un petit peu des dessous de la vie professionnelle, notamment de la gestion des contrats, le fait d'avoir un agent, etc. Donc, si vous êtes un petit peu curieux là-dessus, je vous conseille d'aller écouter cette interview passionnante. Donc voilà, Nicolas Martin n'a pas entendu puisque c'est passé pas dans le trièvre, mais on a parlé de lui. Il faudra qu'il écoute le podcast en entier pour savoir ce qu'on a dit sur lui. Et je vous propose de conclure là-dessus. Merci beaucoup les gars d'être venus partager un petit peu vos analyses. On verra. Allez, je vous propose de conclure là-dessus sur ce podcast qui était assez long mais vraiment passionnant. Si vous êtes encore là, je suppose que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre une petite note sur votre plateforme d'écoute. Donc bien sûr, je vous dis pas qu'il faut mettre 5 étoiles, mais bon. Bah si. On a beaucoup travaillé quand même. 6. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit review, ça fait plaisir, ça aide au référencement et puis ça fait toujours plaisir d'échanger avec des passionnés. J'espère que ça se ressent dans les écoutes. Et puis voilà, laissez un petit avis, un petit commentaire et je laisse le mot à Alex Viol. Non, juste pour vous dire que du coup, je sais pas si tout le monde l'a vu, mais sur Instagram, sur le canal YouTube X, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de réagir aux messages directement dans le canal. Et ensuite, nous, on peut vous répondre et avoir vraiment une discussion avec vous. Donc, pareil, comme à chaque fois, on vous le dit à la fin de chaque épisode, n'hésitez pas à mettre des messages, poser des questions et on se fera un plaisir d'y répondre. Allez, à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Ciao. Salut à Ciao. tous!